Et à la fin, alors ça c'est une petite anecdote que je disais tout à l'heure, je sortais du bureau, surexcité, le fab un peu foufou quoi, et j'allais voir Anaïs avec encore la personne à côté, je dis hé, tu la sens bien la personne là? Je te le jure que c'est vrai. Elle me regardait, elle était trop gênée, elle voulait pas donner de réponse. Et moi j'étais mais si, attends, regarde, elle est comme nous cette personne. Et je la sens bien Anaïs et on part comme ça. Du coup là t'étais en plein recrutement sur le feeling. Ah là c'est de l'émotionnel pur. De se dire tu fais ça une fois et tu peux le faire pour pareil pour tout le monde. C'est aussi la force d'un guide, d'avoir un guide de recrutement processisé, c'est qu'en fait vous n'avez plus à réfléchir à vous dire comment je fais, etc., etc. Bien sûr, tu l'as une fois, tu l'as. Là, une fois que vous l'avez fait, il est marqué dans la pierre, j'allais dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer toujours sur la même chose et du coup, appliquer les mêmes méthodes pour chaque personne, de la même manière. Et c'est exceptionnel parce que moi, après, on a fait la partie physique avec... C'est Rémi, du coup, qui a fait l'entretien, notamment d'une personne, d'une dernière candidate, là, qui m'a dit, en fait, elle est arrivée hyper motivée, hyper engagée. Ben ouais, forcément, quand tu vois l'entretien d'embauche qu'elle a vécu, la personne ne peut venir qu'avec une grosse volonté. Ouais. Ça change tout. Merde de ne pas l'avoir fait avant, quoi. Allez, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast avec Sébastien dans la tête d'un gérant de club de fitness. Seb, je te laisse démarrer, bienvenue, merci d'être là. Comment ça va toi ? Ça va et toi, super. Ouais, écoute, ravi, on est prêt pour délivrer plein de valeurs sur quelque chose d'hyper important. Je te laisse dérouler, j'ai hâte. D'ailleurs, tu parles de valeurs, c'est vrai que je vais faire ma première parenthèse. Ouais. On a eu un super retour d'un jeune qui lance sa structure dans 1 an, qui nous a dit que en regardant les podcasts, ça l'aidait, ça le structurait, il nous a remercié. Nous, on te remercie de nous avoir fait ce retour parce que nous, on fait ça, on fait ce podcast pour apporter un maximum de conseils terrain, en fait, concrets. On veut apporter de la valeur, on veut faire en sorte que vous, gérants indépendants, vous puissiez avoir des clés pour gérer votre club. Et donc, si ça peut aider à chaque fois 5, 6 gérants, 8 gérants, que ça crée des déclics et tout ça, nous, c'est ce qui nous rend heureux, en fait. Complètement, c'est pour ça, achetez des tondeuses, partez dans votre jardin et allez tondre avec le casque sur les oreilles en écoutant le podcast. Que, ça y est, les beaux jours reviennent. Ouais. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet ultra important parce que nous, on l'a identifié comme un facteur clé de succès d'un club, une équipe au top. Et c'est du coup le recrutement. Comment faire en sorte qu'on trouve ces pépites qui feront que notre club avancera beaucoup plus vite, beaucoup plus fort que n'importe quel autre club. Et c'est un sujet qui est chiant, en vrai. Ah oui. Hein, le recrutement, quand tu penses recrutement, ah non, pas le recrutement. Mais franchement, allez au bout de cette heure de podcast, vous allez vraiment gagner à être avec nous, quoi. Mais vraiment, et vraiment, on va vous envoyer de ces informations clés qui vont faire que tous les recrutements que vous allez vivre seront complètement différents et ça va changer beaucoup de choses. Oui, et même toi et moi, on l'a vécu, ces recrutements à l'intuition, où on reçoit des CV à l'appel, on regarde les CV, on va lire ensuite les lettres de motivation, et on va se dire, celui-là, il a l'air pas mal, allez, je l'appelle, on fait un petit rendez-vous, et en fait, on se rend compte que après l'entretien, soit il est complètement à côté de ses pompes, que ça ne correspond pas du tout, ou alors que pendant l'entretien, il passe super bien et après, tu le retrouves dans ton club et une fois la période d'essai finie, tu te retrouves avec un salarié qui ne fait pas du tout l'affaire et qui va poser d'énormes problèmes à toi, ton organisation, ton club. Et donc, nous, on a fait face à ces problèmes. Et, plusieurs fois. Et suite à des échanges et tout ça, on s'est dit il fallait que nos gérants au sein du réseau n'aient plus cette problématique-là de se dire que comment faire pour trouver la pépite. Ou limiter les risques de se tromper. Exactement. Et j'ai des anecdotes sur ça que je partagerai après, mais assez rigolotes. On va en parler.
Et du coup, de tout ce travail, en fait, nous, on avait sorti ces guides-là. Tu vois, d'ailleurs, je te les fais relier Ouais. pour aujourd'hui. Ouais, Tiens, top, merci Seb. je l'offre. Parfait. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que le podcast qu'on vous fait aujourd'hui, c'est basé sur une visio stratégie collective qu'on a fait il y a Qu'est-ce que c'est une visio Seb stratégie collective? Vas-y. Allez, visio stratégie collective, en fait, pour être précis, comme ça, au moins on parle à tout le monde, pas que les gérants du réseau, c'est ce temps fort mensuel où on réunit tous les gérants autour d'une table fictive, puisque c'est en Zoom, et où on va éclater un sujet qui, à chaque fois, fait partie des 5 piliers de la réussite d'un club ou des 2 socles. Donc, en gros, nous, dans le réseau, on a compris que tous les clubs qui fonctionnaient, à chaque fois, travaillaient sur 2 socles et 5 piliers. Et nous, notre travail, chaque mois, c'est de passer 1h30 avec tous les gérants pour aller faire avancer un de ces socles, un de ces piliers. Oui, et dernièrement, on a fait le onboarding, on a fait le recrutement. Ouais. On éclate les sujets Ouais, mais en profondeur. Et l'idée, c'est que derrière ces visios stratégiques, que les gérants, sur le mois qui suit, vont devoir mettre en place, ou peuvent mettre en place des actions ultra concrètes qui feront avancer leur club. Là, tu as cité 2 choses, mais en réalité, on en a fait plein. Oui. Et à chaque fois, on avance encore un peu plus. Et c'est l'idée aussi, c'est de toujours essayer de s'améliorer. Donc, allez, on rentre dans le vif ou pas? Ouais, alors juste avant, on va faire une petite parenthèse. Allez, parenthèse. Petite parenthèse, parce que lors de l'épisode d'avant, où on a reçu Karine et Nathan, oui. Moi, j'aimerais revenir sur un moment que lorsque j'ai fait le montage et tout ça, il m'est revenu. J'aimerais faire une parenthèse là-dessus. C'est quand tu parlais du syndrome de l'imposteur. Non, du syndrome du passionné, pardon. Mais c'est pareil. Du syndrome du passionné au niveau des gérants. Ouais. Pourquoi je recontextualise tu parlais de ça parce qu'il y avait Nathan qui nous expliquait... Ouais, on fait cette parenthèse, mais c'est quand même intéressant. Il faut que, là, on fait le lien avec le précédent podcast, mais c'est assez intéressant. On voulait vous le partager. Vous allez vite comprendre pourquoi on voulait vous reparler de ça. Du coup, Nathan, en fait, nous évoquait son pack de démarrage. Ouais. Et en fait, sur le coup, quand il nous présentait son pack de démarrage, Fabien et moi, on a eu la même réaction. C'est de se dire, oulala, tu mets énormément de choses et tu fais payer ça, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était une centaine d'euros. À prix coûtant, en fait, c'était ça l'idée. Voilà. Et l'idée, c'était qu'il faisait payer ça à prix coûtant. Et Fabien a expliqué, si tu veux redire le syndrome du passionné. Oui, en fait, nous, on est des gérants passionnés. Si on fait ce métier, c'est parce que on avait envie d'allier la passion du sport avec le travail de transmettre, etc. Et on se retrouve du coup, quand on pilote un club, à vouloir toujours donner plus. Et le problème, c'est que c'est toujours donner plus sans forcément faire évoluer les tarifs. Donc, on se retrouve à un moment donné, comme Karine et Nathan, à avoir un produit à très haute valeur ajoutée, mais avec des tarifs en fait, qui sont frontales avec cette valeur. Donc en gros, on ne ressort pas d'argent. Et en fait, c'est lié à ça, c'est ce syndrome-là du passionné qui veut toujours donner plus et au final au détriment de sa renta. Et exactement, tu dis au détriment de la rentabilité, et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Là, récemment, on a Éric Larchevêque qui a mis un post sur LinkedIn qui était ultra parlant et qui reflétait exactement ce sujet-là. C'est qu'il a expliqué que oui, du chiffre d'affaires, c'est bien, mais ayez toujours un œil sur votre marge. Là, la situation qu'on avait, c'est qu'on avait un chiffre d'affaires qui couvrait le coût de la prestation. Donc, ce qui veut dire que le club ne gagnait pas d'argent. Et ce schéma-là, en fait, la problématique, c'est que quand vous faites quelque chose et que vous ne gagnez pas d'argent, sur le long terme, c'est des centaines, voire des milliers d'euros de perdus. Et c'est des centaines et milliers d'euros qui ne pourront pas être investis ailleurs. Que ce soit de l'investissement matos, mais pour améliorer la vie du club, mais également la vie perso du gérant, de l'équipe, la rémunération perso. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, si vous avez un pack de démarrage à 100 euros, et que, oui, si vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, ce pack de démarrage, vous allez le vendre 100 fois, 10 fois, je veux dire. 100 fois, c'est bien ? Ouais, 100 fois. 100 euros fois 100, ça fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais si en face, vous avez 10 000 euros de charge, ça fait 0 de résultat à la fin. Et c'est ça que Éric Larchevêque voulait mettre en avant. Voilà. Il faut dégager de la marge. Dans l'épisode précédent, Fabien, tu parlais que toi, comment ton processus
justement pour déterminer ton prix de vente? Bah, c'est hyper simple. Je multiplie par 2,5 le prix que ça me coûte. En fait, moi, je pars sur une base de 25 euros chargés par temps, heure par coach. Donc, en fait, si mon onboarding, mon pack démarrage me coûte au final, je sais pas moi, 1h30 de temps de mes coachs ou autre, ben, ça me coûte 25 fois 1,5. Voilà, alors, c'est pas le cas. Moi, c'est 2h30 de temps que ça me coûte. Donc, c'est à peu près 60 euros que je multiplie par 2,5. Et ça me donne à peu près mon prix auquel je veux vendre En fait, je fais x2 pour être précis. 60 euros, c'est ce que ça me coûte. Je fais x2 pour avoir mon prix plancher, celui auquel je ne descendrai pas plus bas, donc je suis à peu près à 120. Et sur ce prix-là, je fais un x2 pour faire mon prix de départ, prix de façade, auquel je vais commencer à essayer de vendre mon pack d'EM. Ok, donc on va prendre ça fait un x4. Un élément simple. Ça veut dire que si tu as un coût de 100 euros pour faire... Mais personne n'a un coût de 100 euros, quasiment personne. Non, mais c'est oui, c'est pour l'exemple. Ouais. Si tu as un coût de 100 euros, tu fais un x2 pour avoir ton prix plancher. Donc, ça veut dire que tu ne vendras jamais en dessous de x2. En dessous de 200 euros. Et si tu veux vraiment marger fort, maximiser, optimiser, tu fais x4, donc tu vendras à 400 euros en prix de départ. Voilà. Tout à fait. Ce qui te laisse, en plus de ça, une marge de manœuvre génialissime pour faire un kicker à l'achat. Parce que le problème, c'est que si tu te mets à 100 euros alors que ça te coûte 100 euros, tu peux plus descendre le prix. Sinon, tu vends à perte. Donc, tu n'as même pas d'optimisation au niveau du pitch commercial. Franchement, c'est contre-productif. Et même... Tu parles du kicker, mais aussi sur la valeur que perçue. Que tu déploies. En plus, bien sûr. Avec 400 euros, c'est toujours l'exemple. Hein. Oui, parce que je ne vends pas à 400 euros pour contextualiser. Imaginez avec un pack d'EM à... Même à 250 euros. Vous vendez un pack d'EM à 250 euros. C'est ce que je fais. Imaginez le parcours client que vous pouvez fournir. Et on ne parle pas d'un parcours client avec des paillettes dans les yeux. Non. C'est des actions concrètes. C'est... une heure de coaching, des rendez-vous. C'est une intégration in gym, c'est un bilan d'une heure, c'est un premier coaching, c'est la capacité d'avoir un suivi sur les décrocheurs. C'est tous ces points-là en fait qui font toute la différence. Et aujourd'hui, nous, on a plein de retours d'adhérents qui ont de très bons résultats, aussi parce qu'ils ont vécu un onboarding parfait, enfin parfait du moins, du mieux qu'on pouvait. Et je pense qu'ils l'ont bien ressenti dans leur démarrage et que c'était important. Voilà pour le la petite bulle, petite parenthèse pack d'EM, parce que on vend tous des packs d'EM ou des frais d'inscription. Pour ceux qui ont encore le mot frais, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que ça a comme connotation pour votre prospect. Bon, je pense que c'était pas mal, je pense. Ouais, cool. On la refait pas? Non, on la refait pas. Allez, on rentre sur le vif du sujet, la partie recrutement, Seb. Le recrutement, comment trouver des pépites ou comment faire en sorte d'éviter les mauvais éléments. Alors, déjà, moi, j'aime bien faire des parallèles avec les chiffres. Pour moi, tout ce qui est recrutement, on parle vraiment d'investissement. Il y a un investissement coût, mais il va y avoir également un investissement humain. Ce qu'il faut dire que cet investissement humain, et ça, je veux vraiment que vous le compreniez, c'est-à-dire que quand vous allez investir dans une machine, la machine, elle ne va pas avoir des interactions sociales avec elle, elle va pas parler, etc. Tandis que quand vous allez prendre un salarié, il va avoir des interactions sociales qui vont impacter la vie du groupe, la vie de l'entreprise, etc. Ça, c'est pour la partie interaction sociale de votre investissement. Et il y a aussi l'investissement financier. Et là, juste pour un petit exemple, un salarié que vous payez 2 000 euros net par mois, c'est un coût mensuel de 3 500 euros. Alors là, tu es en train de parler à ceux qui se disent mais le recrutement, c'est pas important ou c'est ça un peu ça. Exactement. Et en fait, c'est une blague. Oui. C'est une blague parce que financièrement, c'est colossal quoi. C'est ça. Sur une année, 3 500 euros chargés par mois, ça fait presque 42 000 euros. Donc je pense déjà, premier point qu'on peut faire. Première brique, elle est là, c'est que passer du temps sur le recrutement, c'est fondamental. Ouais, c'est capital parce que c'est un coût qui est colossal et il faut que ce soit un levier de croissance et pas autre chose. Et les enjeux, ils sont énormes. Ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des recruteurs ont déjà indiqué avoir fait une erreur de recrutement, donc c'est énorme. Autre stat, 36% des CDI sont rompus la première année. Mais attends, 70%, les 30%, c'est des menteurs. Hein.
Parce qu'on a tous fait une erreur de recrutement. Oui, c'est possible. Franchement. Là, tu dois avoir raison. Ouais. Donc 36% des CDI sont rompus la première année, donc c'est presque plus d'un tiers d'erreurs de casting. Enfin, c'est énorme, quoi, en sachant le temps qu'on perd pour recruter des personnes et tout ça. Ouais. Et le coût moyen d'un recrutement raté, ça va entre 20 000 euros et 200 000 euros selon les profils. Alors là, Fabien, moi, je vais te poser ma première question. As-tu déjà fait des erreurs de recrutement et quels ont été les impacts pour toi? Alors déjà, non. Jamais fait d'erreur de recrutement. Me regarde pas comme ça. Si. Mais j'ai fait plein d'erreurs de recrutement. J'en ai fait plein. Que ce soit au poste coach, au poste accueil, j'ai fait plein d'erreurs de recrutement. Ça fait 12 ans que j'ai mon club et j'en ai fait plein. Tu sais combien tu as recruté de salariés au total? Non, je sais, franchement, je n'ai pas le chiffre comme ça. Peut-être si tu prends les apprentis et tout le monde, je pense que ça doit être 25, peut-être 25 personnes, peut-être par là. Ouais. Par an. Ouais, je pense, parce que en fait, les apprentis, tous les ans, j'en ai 2 déjà. Donc, ouais, ça même plus en fait. Du coup, je réponds à ta question. C'est quoi l'impact du coup du mauvais recrutement, c'est ça? Ouais. C'était ça vraiment ta question? Quels ont été les impacts que tu as identifiés de ces mauvais recrutements? Ouais, en fait, concrètement, j'ai perdu beaucoup de temps à mal recruter. Et surtout, en fait, t'en payes les pots cassés ensuite. C'est-à-dire que ça crée des conflits dans l'équipe. Ça crée des conflits avec tes adhérents. Donc, tu es en train de maîtriser les mauvais avis, les ci, les ça. Et ça crée même des conflits avec toi-même. Et en fait, du coup, tu passes ton temps à gérer les galères plutôt que mettre en place des stratégies de croissance. Donc, en fait, c'est colossal. Je n'arriverai même pas à te dire exactement quel impact concret, mais c'est colossal. Déjà, les 3 que tu as dit, ils sont énormes. Ouais, Parce que déjà, si tu as une personne qui te met le bazar dans l'équipe, une personne avec qui, toi, en tant que patron, tu es toujours là, derrière, à te dire est-ce qu'elle a fait ci, est-ce qu'elle a fait ça. Et puis il y a les comment dire les choses aussi, comment lui faire c'est affreux. Et puis le temps que tu passes tous les vendredis soirs à dire putain mais en fait t'as fermé 10 minutes plus tôt le club, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends pas, je t'avais expliqué, on a mis un process. Mais non, c'est affolant, c'est affreux. Et en plus, même en termes d'énergie du gérant, ça te met dans une énergie hyper négative. Et en plus de ça, tu as tous les coûts indirects. Quand tu as un coach qui fait mal son cours, qui démarre tout le temps en retard, que ci, que ça, en fait, au bout d'un moment, tu as des résiliations qui arrivent. Insatisfaction, bouche-oreille négatif. Et tout ça, en fait, on ne le calcule pas, mais c'est énorme. Et à l'accueil, c'est pareil. C'est hyper important ce que tu dis, parce que là, tu es en train de faire un lien. Je trouve qu'on oublie souvent, c'est que vos coachs sont sur le front, en fait, et sont le lien entre vos structures, vous, les valeurs que vous voulez transmettre à vos adhérents, l'accompagnement que vous voulez délivrer, et vos adhérents. Et si vous avez des coachs qui ont cette mauvaise foi, qui sont en retard et tout ça... qui délivrent mal la promesse, parce que nous, on fait une promesse, et après, si tu délivres mal la promesse, c'est là où il y a un bug, en fait. Oui. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que les adhérents, en fait, ils vont pas forcément le dire, mais ils vont le vivre négativement. Et un jour, il y aura la petite goutte qui va faire déborder le... Tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on anticipe dans le réseau aussi avec notre partenaire Yohan Mosny de The Mood, qui, avec ses enquêtes de satisfaction client, nous permet justement d'avoir un retour terrain au quotidien avant que justement les gens résilient. Donc, ça nous permet de maîtriser tout ça. Mais il y a plein d'autres choses qui permettent de maîtriser l'insatisfaction des adhérents lors des cours collectifs. Et pour la partie accueil, c'est la même chose. Si tu recrutes mal, c'est directement du chiffre d'affaires en moins. C'est parce que c'est des ventes, des taux de transfert qui chutent. C'est un accueil client qui est négatif. Et ça, franchement, ça fait beaucoup. Donc voilà, pour les deux côtés, il y a des problèmes directs et tu as des problèmes secondaires qui arrivent, financiers, et qui piquent bien les yeux. Ok, top. Et du coup, comment tu faisais pour faire ces recrutements? Comment tu as fait? Est-ce que tu avais un process? Je fais comme ça. Ouais, au doigt mouillé en vrai. Parce que déjà, tu as 2 types de recrutement. Tu as 2 types de recrutement. En vrai, tu as 2 types. Tu as le premier recrutement, tu as le recrutement de la personne qui vient à toi, un inopiné qui dit putain, je suis motivé, et tu dis waouh, il y a peut-être quelque chose à faire.
Et en vrai, est-ce que j'aurais pas un poste? Si, peut-être. Viens, on va au bureau et on regarde ensemble. Tu as un CV? Ça, c'est le premier type de recrutement. Le second type de recrutement, c'est quand tu l'orchestres, tu l'organises. Tu dis, bon, là, il me faut une personne pour l'accueil, j'ai besoin d'un vendeur supplémentaire, je vais mettre en place quelque chose, je vais faire une communication et je vais recevoir plusieurs personnes même jour pour faire le recrutement. Donc, tu as celle qui vient à toi et tu as celle que tu veux ouvrir. Donc, tu as ces deux types de recrutement. C'était quoi ta question? C'était quoi ton processus du coup? Ok. Plutôt sur la deuxième, Ouais. quand tu recherches une personne. Quand tu recherches une personne, ok. Euh, ouais, Déjà, ça commence mal. ouais, ça commence mal parce qu'en vrai, quand c'est un coach et quand c'est quelqu'un de l'accueil, c'était un peu différent pour ma part. Euh, Globalement, quand je recherche, là j'ai une vision, c'est quand je recherchais des personnes pour l'accueil. Ce que j'avais fait, j'ai pris ma base de données de tous mes anciens clients, tous mes clients et tous mes prospects, et j'ai envoyé un mail avec une annonce expliquant ce que je veux, etc. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs candidatures et j'ai fixé un jour, une date, c'était ici. D'ailleurs, j'ai fait dans ce local-là exactement le recrutement. Et j'ai fait en fait passer toute une après-midi des recrutements. Donc tout le monde m'attendait en bas. Et moi, j'étais ici au bureau. Et les gens passaient les uns après les autres. Et donc, j'avais des questions bien définies que je posais. Et j'avais une dernière question qui était écris-moi à l'écrit, à la main, la réponse. Voilà. Et donc, en fait, la réponse, je l'envoyais à Anaïs qui regardait les fautes d'orthographe. Comme ça faisait un point supplémentaire. Pour la partie accueil, c'était quand même important. Et à la fin de ça, je leur dis, écoutez, merci pour tout. Je reviens vers vous avec une réponse positive ou négative dans les prochains jours. Et j'envoyais comme ça. Mais celle-là, elle était vraiment bien organisée. Et en toute transparence, j'en ai fait qu'une comme ça. Et les 2 personnes que j'ai recrutées grâce à ça ont été 2 pépites. Parce que j'avais vraiment bien fait les choses. J'avais passé du temps. J'avais passé du temps. Mais concrètement, mis à part cette fois-là, en vrai, en toute transparence, la plupart du temps, c'est plutôt des personnes qui venaient à Du coup, moi. tu lisais le CV, tu Voilà. disais... Exact. Donc, en je demandais un CV, ou souvent, ils me l'envoyaient par mail. Donc, mon équipe me le transmettait, je le lisais. Si ça m'intéressait, je prenais un rendez-vous avec eux directement. Et en fait, j'arrivais avec mon ordinateur, quelques questions que j'avais préparées, mais toujours des questions différentes. Je n'avais pas de trame qui était tout le temps les mêmes de l'un à l'autre. Donc, T'anticipes. J'anticipe, je suis désolé. Donc, des questions, et j'envoyais mes questions. Et à la fin, alors ça, c'est une petite anecdote que je disais tout à l'heure, je sortais du bureau, surexcité, le fab un peu foufou, quoi. Et j'allais voir Anaïs avec encore la personne à côté. Je dis, hé, tu la sens bien, la personne, là? Je te le jure, c'est vrai. Et elle me regardait, elle était trop gênée, elle voulait pas donner de réponse. Et moi, j'étais, ah, mais si, attends, regarde. Elle est comme nous, cette personne. Hein. Et je la sens bien, Anaïs, et on part comme ça. Du coup, là, tu étais en plein recrutement sur le feeling. Ah là, c'est de l'émotionnel pur, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Ouais, bon, du coup, là, on remarque en fait, tu jouais un peu à la loterie, en fait. C'est-à-dire que recruter, en fait, sans méthode bien précise, vous augmentez vos chances de faire une erreur de casting, en fait. Ouais. Et alors, oui, vous allez trouver des super profils avec ce processus-là. Mais malheureusement, on remarque que dans le temps, vous avez plus de chances de recruter la mauvaise personne. Et quand on sait derrière les impacts que ça peut avoir, comme on disait tout à l'heure, les impacts gros impact. Financiers, les impacts de perte de temps, les impacts de charge mentale d'avoir une mauvaise personne, les impacts sur les clients, je pense que c'est ultra important du coup de réfléchir à une structuration de recrutement, un process qui nous permet justement d'aller trouver ces pépites. Et c'est maintenant ce qu'on va faire avec vous. Trop bien. Ce qu'on va présenter aujourd'hui. C'est ton travail, tu as fait un gros boulot dessus, Seb. Non, mais c'est vrai. Franchement, moi, ça a révolutionné ma manière de recruter, quoi. Oui, l'idée du coup de ce travail-là, donc, c'était de construire un guide pour nos gérants. Aujourd'hui, on va vous présenter les 6 étapes qu'on a identifiées qui permettent justement d'essayer de trouver un maximum ces pépites ou d'éviter de se tromper sur son recrutement. Donc, on va descendre les 6 étapes. L'idéal pour vous, c'est peut-être de prendre une feuille et d'aller tout noter sur une feuille. Et je pense qu'on peut
attaquer, je pense. Ouais, juste avant, je ferai une petite parenthèse, Seb, pour dire qu'en fait, au final, quand on regarde, moi, j'avais pas ce process-là avant, et pourtant, je t'ai décrit tout à l'heure deux manières de recruter complètement différentes. Une avec structuration et l'autre avec émotion et sans avoir structuré quoi que ce soit. Et au final, déjà là, on se rend compte qu'il y a une chose qui fait que ça fonctionne, une chose qui fait que ça fonctionne pas. Ou peut-être une chose qui fait que ça fonctionne mieux, parce que c'est pas encore ce qu'on fait là, hein, et une chose qui fait que ça fonctionne pas du tout. C'est quoi? C'est l'énergie qu'on y met. Oui. Et je pense qu'en fait, dans tout dans la vie, mais vraiment tout, l'important, c'est cette putain d'énergie que tu mets dans ce que tu fais, quoi. Si tu passes une heure, déjà, rien qu'une heure de plus que ce que tu faisais déjà, à préparer ton entretien, à poser tes questions, à dire à tes équipes, OK, je vais leur demander de remplir telle chose à la main. Toi, Anaïs, tu vas regarder les corrections, etc. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, ça fonctionne. Et en fait, l'énergie, elle est hyper importante. Et moi, je voudrais terminer en disant une chose avant de passer sur la partie méthodologique. Tout le monde attend forcément, parce qu'elle est absolument canon. C'est qu'aujourd'hui, recruter, c'est une bêtise. Recruter avec clarté et stratégie et méthode, c'est une opportunité de dingue de développement d'activité. Oui. Et recruter avec stratégie, puis onboarder, manager ses équipes, les motiver et leur fixer des objectifs trimestriels, là, c'est une clé de réussite. Ouais, tu as tout à fait raison. Et du coup, comment c'est structuré? On va prendre de la hauteur. Dans un premier temps, il va falloir définir le rôle et les attentes que vous avez du salarié sur un poste bien précis. Ça va être la première étape. Étape 1. Il faut se poser et regarder ça. Là, je vous descends pour avoir la vision d'ensemble. Okay. La deuxième étape, ça va être d'obtenir les meilleurs candidats. Donc là, ça va être les annonces, les poster, etc. Ok, quel type d'annonce, comment, quel mot mettre, etc. C'est ça l'idée. Etc. Ok. Troisième étape, là, vous avez obtenu vos premières candidatures. Ça va être de réussir son entretien d'embauche. Et là aussi, il y a des méthodes à mettre en place qui sont fondamentales. Et on va vous en parler. Et puis simple. Et simple, oui, ouais. Simple. Hyper simple. Et pour finir, une fois que vous avez respecté tous ces moments forts, vous avez la décision finale à prendre. Est-ce que je pars avec ce salarié-là ou pas? Voilà. Ouais. Sachant que derrière, il y a toujours un filet de sécurité avec les fameuses périodes d'essai et tout ça. Mais encore, on a remarqué, il y a des histoires qui nous sont remontées, comme quoi le salarié était super pendant sa période d'essai. Ah oui. Et dès le lendemain, c'est devenu... il s'est transformé, quoi. Il a évolué en personne négative. Ouais. Donc, voilà. Ce que je te propose, Fab, c'est qu'on attaque sur la première partie, définir les rôles et les attentes. Ouais. Là, tout à l'heure, tu nous parlais justement de la personne que tu as recrutée à l'accueil et tout ça. Oui. Est-ce que tu avais fait ce travail-là de déterminer qu'est-ce que tu attendais d'elle, son rôle dans l'entreprise, etc. Oui, mais en vrai, vaguement. C'est-à-dire que je n'avais pas fait une fiche de poste précise. J'avais, on va dire, toutes ces 8 principales missions et quelques sous-tâches. Et ensuite, je me suis dit, le reste, je l'apprendrai sur le terrain. Donc, pour ces personnes-là de l'accueil, oui. Je peux faire une parallèle avec la partie sportive, coach. Vas-y. Pour les coachs, eux, en fait, tu sais, quand tu recrutes un coach, là, je te parle vraiment pur terrain, casquette de gérant. En gros, souvent, tu dis, allez, il va faire X heures de cours collectif. Il va faire tout le reste en plateau. Et comme ça, quand il sera en plateau, soit il surveillera globalement, soit je lui enverrai des rendez-vous pour faire des bilans et tout ça. Et ça s'arrête là. Malheureusement, ça s'arrête là pour, je dirais, les 80% des gérants. Et moi y compris. Et donc, en fait, c'est là où, punaise, c'est clé. Tu parles de fiche de poste, mais c'est absolument clé, quoi. Parce que, vous savez, quand tu travailles avec quelqu'un pendant 35 heures, si ces 35 heures, tu les optimises à 400%,
En fait, mais aujourd'hui, on sous-exploite notre équipe. Mais vraiment, quoi. On est au ralenti. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas le temps de leur donner des missions précises, de contrôler si c'est fait et de leur donner les outils pour les suivre jour après jour, tâche après tâche. Mais si chacun de tes coéquipiers démarre avec une journée type du lundi, avec 37 actions à faire, mais tu déculpes. Franchement, ça change tout. Et voilà. Donc, fiche de poste, jusque-là, c'était quand même... ça s'est fait quand même, ça s'est étoffé au fil des années. Mais au tout démarrage, j'avais rien. Du coup, la fiche de poste, alors comment vous pouvez construire votre fiche de poste ? En fait, ce qu'il faut comprendre quand vous allez construire cette fiche de poste, c'est un peu comme quand vous allez réfléchir à votre avatar client cible. Et bien, vous allez réfléchir à votre avatar salarié cible. Quelle personne j'aimerais idéalement sur le poste ? Et pour ça, en fait, vous allez devoir répondre à 4 éléments clés. Le premier élément, ça va être de déterminer ce qu'on appelle le rôle et les responsabilités. Donc là, vous prenez votre feuille et vous allez résumer en 3 phrases claires ce qui définit le poste et les responsabilités que va avoir la personne. Je vais vous donner un exemple là. Ça va être par exemple être de dire que un commercial, par exemple, ça va être un vrai prescripteur de bien-être, voilà, et de performance. Pourquoi ? Parce que quand il est à l'accueil, son rôle principal, au-delà de vendre, ça va être de prescrire du fitness. Magnifique, ça aurait pu être aussi créer des relations et prescrire, mais complètement d'accord. J'adore cette vision. Le deuxième point que vous allez devoir travailler pour construire, définir les rôles et les attentes que vous avez, ça va être de fixer des objectifs en fait que votre salarié devra atteindre. Ces objectifs en fait, ça va être par exemple un taux de fidélisation, ça va être un taux de transformation pour un commercial. L'idée en fait, pourquoi c'est important, c'est que votre salarié doit savoir exactement ce que vous attendez de lui et surtout quel indicateur il devra regarder pour voir s'il a atteint, s'il a pu répondre à vos attentes. Ça, mais c'est trop bien, moi j'adore ça. Et c'était tout à l'heure le troisième point que je disais, c'est recruter, oui d'accord, mais recruter avec stratégie. Et derrière, c'était... donc recruter, oui, stratégie, ok. Deuxième pilier. Et troisième, c'était manager, motiver, fixer des temps de réunion d'équipe ou individuelle pour analyser ses objectifs, regarder où ils en sont et améliorer ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, allez, juste pour mettre un peu de simplicité sur ce podcast, parce que c'est quand même hyper important. Ouais, quand tu recrutes dans la plupart des clubs, c'est ok, j'ai une personne à l'accueil, ok, j'ai une personne qui vend, ok, j'ai un coach. Mais il faut aller au-delà de tout ça. Tous les clubs, la plupart des clubs qui marchent et qui ont plus de 15% de rentabilité annuelle, ce sont des clubs qui, justement, ont compris que ça, c'était absolument important. C'est bien d'avoir des équipes, avoir 6, 7, 8, 10, 15, 2 employés qui viennent travailler avec vous, mais mince, prenez le temps d'aller leur donner des objectifs. Vous allez voir, ça va transformer la dynamique du club. Et même pour la personne qui est en face de vous, l'employé va apprécier travailler avec vous. Il va plus juste être là pour aller répondre au téléphone, faire des ventes, tout ça. Non, il y aura un enjeu derrière. Il comprend. Il y a de la clarté sur ce qu'on attend de lui, sur ce qu'il attend même de lui-même. Oui. Et voilà, donc c'est hyper important ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis je sais. et en fait, c'est vraiment moi, quand j'ai fait cette présentation là au gérant du réseau, j'ai vraiment mis l'accent là-dessus. Il faut passer du temps sur les rôles et les attendre. Même pour vous, vous allez voir, ça va. C'est comme si vous allez allumer la lumière. En fait, c'est bon, je sais où je veux aller. Quand vous allez passer l'entretien et tout ça, vous allez voir. Tout va être plus simple. Quand vous allez vouloir rédiger votre annonce, tout va être plus simple. Et donc, ce travail, il faut prendre le temps de le faire. Comme on a dit, les gérants du réseau, eux, ils l'ont déjà. Voilà, désolé, c'est un peu de frustration, mais... mais ce que tu dis, c'est trop bien. Il faut prendre le temps de le faire. Parce qu'en fait, le problème, Seb, c'est comme quand tu lis un livre et que l'écrivain te dit « Ok, maintenant, prenez une minute, faites ça sur un papier. » Tout à l'heure, tu as dit « Écrivez la phrase sur un papier. » Combien l'a fait ?
Et c'est ça la clé, punaise. C'est ça la clé. C'est putain de se dire, OK, j'arrête juste d'apprendre, je mets en application. C'est absolument clé. C'est prendre le temps. Ça veut dire quoi, prendre le temps? Ça veut dire ouvrir son téléphone, aller sur son planning, là maintenant, et dire, OK, mardi, de 14h à 15h, je prends 1 heure et je prends le temps de le faire. C'est ça. Mettre l'énergie. Parce que quand tu mets pas l'énergie, en fait, il n'y a pas de recette magique. La réussite, la rentabilité, tout ce que tu veux, l'amour, tout passe par l'énergie que tu veux bien y mettre. Si tu ne mets pas d'énergie, franchement, on ne peut pas être frustré de ne pas réussir. C'est pas possible, ça ne marche pas. Donc, on a vu les rôles et responsabilités. Je peux te couper la parole encore? Non, je plaisante, c'est pas vrai. On a vu les rôles et les responsabilités. Ouais. On a vu les objectifs que votre salarié devra atteindre. Ouais. Troisième élément ultra important à déterminer, c'est les compétences et traits de personnalité que vous attendez de la personne. En compétences, là, je vais commencer à creuser des sujets ultra importants. Quand vous recrutez un candidat, vous avez 2 types de compétences. Il y a les compétences techniques et les compétences, ce qu'on appelle comportementales, d'état d'esprit, etc. Et en fait, il faut aller déterminer dans les rôles et les attentes le détail des compétences techniques que vous attendez et les compétences de savoir-être que vous attendez. Je vous donne un exemple pour des compétences techniques pour un coach. C'est assez simple. Hein. Ça va être, par exemple, est-ce qu'il a un diplôme? Voilà. Est-ce qu'il est diplômé? Est-ce qu'il a une certification en cours collectif Les Mills, par exemple? Donc voilà, ça, c'est des compétences techniques. Maintenant, en compétences comportementales, vous avez donc tout ce qui est trait de personnalité. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Ça va être, par exemple, une énergie et une motivation communicative. Ça va être, est-ce qu'il est empathique et à l'écoute? Voilà, tout ça, c'est des éléments importants. Là, on se situe pour le coach. Et donc, il faut se les noter, se les lister. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que ça va orienter vos questions durant l'entretien. Et on va le voir juste après. Dernier point, c'est le cadre juridique, les modalités que le type de contrat, voilà, exactement, le type de contrat, le salaire, la rémunération. Est-ce que c'est un CDI, CDD, un temps partiel, un auto-entrepreneur, etc., etc. Moi, je vais vous donner un petit conseil sur la partie salaire. Budget, salaire, ouais. C'est d'aller calculer votre coût annuel pour la nouvelle personne. D'accord. C'est toujours important d'avoir en tête l'investissement que je vais faire, à combien il va s'élever. Je sais que dans le réseau, tu fais ça à chaque fois. Quel est le coût global annuel avant de recruter quelqu'un? Ouais. Ok. Ou d'aller calculer le gain annuel d'une modification de son offre. C'est le même. C'est la même stratégie, même réflexion, même mécanisme. Ok. Et en fait, voilà, tout ce travail-là de définir un peu son candidat, son avatar candidat cible, ça va vous aider pour toute la suite du processus. D'accord? Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, c'est bon? La partie technique humaine, j'appuie dessus ou pas? Ouais, vas-y, tu peux y aller. Ok. Tu penses à des choses en particulier? Non, en fait, je voudrais rappeler quelque chose qui paraît être dit et redit, mais en fait, c'est quand même important, donc je me permets de le rappeler une fois. C'est recruter. Moi, dans mon club, je recrute même partout sur l'humain en premier. Oui. La technique, je le fais passer toujours au plan 2 parce que pour moi, l'éducation d'un enfant jusqu'à qu'il devienne adulte et qu'il est face à toi, tu peux pas la refaire, cette éducation. Et en fait, tu te retrouves, si tu recrutes pas déjà le bon humain, quelqu'un qui te ressemble, qui est aligné sur les valeurs, qui a envie de bien faire, tu vois, ce travail bien fait, le travail accompli, enfin, tout ce qui te ressemble en fait à toi, si tu n'as pas ça, en fait, tu peux avoir le meilleur technicien en face, tu t'en sortiras pas et ça va pas marcher. Ouais. Et la technique, ça s'acquiert, alors que l'humain, non. L'humain, franchement, moi, j'ai déjà essayé d'accompagner les gens pour que le mindset, il évolue. J'y arrive pas. Je te jure, j'ai essayé par tous les moyens, j'y arrive pas. On change pas un con. Enfin, ouais.
Enfin, pas. Non, mais non. Ouais, on change. Un- Quelqu'un qui n'est pas aligné avec tes valeurs, c'est difficile de l'amener comme toi. Voilà, c'est très difficile. Alors que la technique s'acquiert. Voilà. Oui, non, mais c'est important ce que tu dis et on le verra justement après quand on va parler de scorecard, etc., de l'importance de... J'espère que dans les commentaires, tu prendras un. Putain, il a dit que change pas un con. Non, mais un con reste un con. Non, mais c'est Et clair. je remets une couche, hein, mais Ouais. tu peux avoir le mec avec le meilleur bagage technique au monde, Ouais. mais s'il est con, il restera con. Il n'y a pas à chercher. Tu pourras sortir toutes les rames que tu veux en te disant « Ah ouais, il a 15 ans d'expérience, il est incroyable et tout ça. » Mais si Mais derrière... derrière, il arrive en retard au cours, après il se la pète, il prend les coachings des autres coachs, il est toujours en train de draguer toutes les filles du plateau. Enfin, au bout d'un moment, tu t'en sors pas. Il Quoi. oublie de fermer la porte du club. Enfin, il y a Ouais. plein de petites choses comme ça. Ouais, mais c'est pas possible. Ok. Donc voilà, là on a fait la première grosse partie, définir les rôles et les attentes. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, la deuxième grosse étape, c'est faire en sorte d'obtenir le plus de candidatures possible et des candidatures de qualité. Trop bien. Allez, je tourne les pages de mon guide, moi. Bah ça, c'est un peu comme un livre. Tu changes pas le contenu, mais tu changes que le titre du livre. Et au final, tu multiplies les ventes par 10, juste parce qu'en fait, la visibilité de ce que tu montres est beaucoup plus attractif. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et du coup, j'ai une petite question à te poser. J'adore les questions. À partir du moment où tu avais défini le profil que tu recherchais, Mhm. donc tu l'as dit tout à l'heure, même si c'était informel, Ouais. comment tu t'y prenais concrètement pour attirer les bonnes personnes? Comment tu rédigeais et diffusais les annonces? Est-ce que tu te souviens d'une annonce qui avait bien fonctionné et d'une autre qui Ok. n'a pas du tout marché? Bon, tout à l'heure, tu nous en as parlé, tu as donné un élément Ouais. où tu as envoyé un mail à tous Bah, tes clients. Tout à fait. Moi, je vais être très synthétique dans ta question, donc tu peux préparer la suivante parce que concrètement, moi, j'ai envoyé un mail à toute ma base de données leur expliquant qu'on recherchait des candidats motivés, etc., etc. Donc, on n'a pas parlé que de technique aussi. Là, c'était il y a longtemps, donc je m'en souviens plus trop, mais globalement, on avait fait un bon mail qu'on avait pris le temps de faire pour motiver les personnes à venir et on l'avait envoyé à tout le monde. On avait eu des demandes, on les a appelés, on a récupéré les CV et on les a tous fait venir. Ok, bon, très clair. Et du coup, en fait, est-ce que tu avais rédigé des fiches de poste ou pas? Non. Non? Ok. En fait, la fiche de poste, comment la construire et pourquoi c'est important? Notamment la fiche de poste, les écoles la demandent souvent. Vous pouvez m'envoyer une fiche de poste, s'il vous plaît? Et en fait, ces fiches de poste, elles sont lues par les candidats. Et donc, c'est toujours important d'avoir une structure précise parce que, toujours pareil, vous faites concurrence. Les clubs sont concurrents sur l'obtention de nouvelles candidatures et des meilleurs profils. Donc, c'est comme pour tout. Il faut être visible et faire et montrer qu'on est la meilleure structure pour les accueillir. Et donc, du coup, une fiche de poste... En fait, il faut faire comme si on était une start-up incroyable, nationale, qui veut avoir les meilleurs éléments dans sa structure. En fait, il faut arrêter de se comparer. Alors, j'adore les boulangers, j'adore le pain, hein, mais au petit boulanger du coin, en se disant je vais faire une petite annonce, comme ça on verra bien. En fait, c'est fini tout ça. Il faut être hyper sexy dans la manière dont on communique d'un poste. Et du coup, dans la fiche de poste, vous allez mettre quoi? Alors moi, j'ai identifié pas mal de sous-parties, mais normalement, une fois que vous avez les rôles et les attentes, c'est assez simple de faire la fiche de poste. Premier élément, ça va être le titre du poste. Essayez d'avoir un titre accrocheur qui donne envie, quoi. Résumé du poste, les responsabilités. Là, je vous en redonne pour une fiche de coach, être accompagné et motiver les adhérents, animer des cours collectifs dynamiques et variés, etc. Les qualifications requises, on vous en a parlé. Qu'est-ce qu'il a besoin en termes de compétences techniques, les diplômes requis, une expérience de coaching, une bonne maîtrise de la pédagogie. Les compétences interpersonnelles, vous allez les remettre dans la fiche de poste. Tout ce qui est rémunération et statut. Voilà. Et ensuite, deux nouveaux points qu'il faut rajouter par rapport au rôle et aux attentes. Ça va être d'expliquer le processus de recrutement. Déjà, d'expliquer le processus de recrutement. Les gens qui vont lire vos annonces vont directement se dire « Ah ouais, là c'est carré,
je sais où je mets les pieds, quoi. C'est pas du, j'allais dire, c'est pas du bling bling, mais ça valorise vraiment votre structure. Et j'aurais une anecdote à donner après concernant ce nouveau recrutement que j'ai fait grâce à ça et l'autorité que ça peut poser et le cadre. Et pour finir, là, vous allez commencer à partager les valeurs et ce que vous recherchez. Et là, les valeurs, c'est des sujets ultra profonds pour vous parce que les valeurs, normalement, c'est ce qui vous anime au quotidien et c'est ce que vous voulez diffuser auprès de vos équipes et également auprès de vos adhérents. Tout à fait. Donc, ça va être qu'est-ce que vous voulez? Passion du fitness et du bien-être. Vous croyez en l'impact positif du sport sur la vie des gens. Voilà, c'est des phrases hyper fortes, mais qu'il faut intégrer dans sa fiche de poste. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez passer à la partie rédaction de l'annonce. Attends, juste, Seb, ça me fait penser à un truc. Tu vois, au final, quand tu m'expliques ça, ça me fait penser à la vente dans un club de fitness où on explique qu'il faut sortir la technique et mettre l'émotion. J'ai l'impression que finalement, quand tu parles de ces phrases, de valeurs et tout ça, c'est encore une fois, c'est un peu la même direction. C'est comme si tu faisais une vente, en fait, à un futur candidat, de mettre en avant ta structure par l'émotionnel, par le sens que ça va prendre au quotidien, son travail, dans la vie des gens, etc. Ouais, et t'as raison. Comme quoi que l'émotion, c'est toujours central dans la vie, quoi. Et il faut le mettre en avant. Du coup, là, ça me permet de faire le parallèle dans l'annonce. Voilà, là, vous avez fait ce gros travail là. Maintenant, il faut rédiger votre annonce. Donc, fiche de poste d'un côté. Point 2, OK, l'annonce. Ouais, c'est bon. Et une fois que vous avez votre annonce, moi, j'ai identifié vraiment 3 parties pour faire en sorte que votre annonce saute aux yeux. Okay. Donc, déjà, en fonction du canal de communication, il va falloir adapter. Je pense par exemple, si vous utilisez le LinkedIn, il va falloir également aller créer des visuels. Enfin, maintenant, avec ChatGPT, c'est assez facile quand même d'aller décliner une base. Et d'ailleurs, tu fais une ouverture. Merci. Il faut savoir que allez utiliser ChatGPT pour faire tout ça. C'est vraiment un outil qui peut vous aider à trouver les bons mots, les bonnes phrases. Tout à fait. Et surtout au niveau des rôles et des attentes, une fois que vous les avez déterminés, que vous avez exactement ce que vous voulez, vous allez voir, pour aller rédiger une annonce qui colle parfaitement avec votre avatar salarié cible, votre avatar candidat, vous allez voir que l'annonce qui va sortir, elle aura déjà une saveur. Vous allez vous dire, ah ouais, là j'ai envie de la diffuser, j'ai envie que les gens... Je suis fier de l'envoyer, quoi. Donc moi j'ai identifié 3 gros paragraphes sur les annonces qui vont attirer les bons candidats. Ça va être la première, ça va être d'indiquer les 3 valeurs fondamentales du club. Vous commencez à partager la culture de votre entreprise. Comme a dit Fabien, vous parlez d'émotion avant tout. Les gens aujourd'hui, ils ont un besoin de quête de sens et je suis persuadé qu'il y en a qui vont préférer peut-être être payés un peu moins, mais être sûrs qu'ils vont être dans une structure qui sera au top du top en termes de valeurs, des valeurs qui leur ressemblent. Ouais. Deuxième paragraphe, ça va être... Donc toujours sur, non plus la fiche de poste, mais là on est sur l'annonce. On est sur l'annonce. Ça va être d'expliquer au candidat pourquoi il doit vous rejoindre. Et dans cette partie-là, vous allez du coup lui dire qu'il aura un rôle essentiel dans votre club. Vous allez lui partager, là c'est à ce moment-là où on parle de rémunération, de statut, etc. Moi, je vous conseille de mettre une fourchette de rémunération dans les annonces. Je ne sais pas vous, mais moi je me souviens quand je recherchais un emploi, notamment en compta, quand il n'y avait pas la rémunération sur l'annonce, je la faisais sauter. Ah, c'est incroyable ce que tu dis. Non, mais c'est parce que les gens ont besoin de se projeter, quoi. Si déjà vous mais oui, mais c'est comme quand tu vends quelque chose et que tu mets pas le prix. Les gens vont pas t'appeler. Mais non, mais c'est sûr. Mais oui. Mais c'est sûr. Bien sûr. Et en plus, au-delà de ça, vous mettez une fourchette. Je vous donne juste un exemple. Vous mettez une fourchette que vous êtes prêt à payer. Imaginez que vous avez une pépite d'un autre club qui en a marre de sa structure et qui voit, en fait, qui par hasard commence à regarder des annonces
et qui là va voir que, en plus des valeurs qu'il partage, il y a une rémunération qui peut être aussi bien que la sienne ou même plus intéressante. Et il va vous écrire, vous allez augmenter le champ. Et moi, il y a un parallèle que j'aime bien faire, c'est avec le foot. Vous savez, Mbappé, pour avoir Mbappé dans son équipe, il faut aligner les ronds, quoi. Et si vous voulez construire la meilleure équipe, il faut faire en sorte d'avoir des rémunérations attractives et que ce soit de plusieurs manières différentes. Si tu mets entre, je dis une bêtise, 1800 et 2000 euros par mois, est-ce que c'est pas se condamner au final, c'est une question que je te pose, que de mettre la fourchette haute, est-ce que c'est pas se condamner à soit lui donner les 2000 euros, soit le frustrer? Non, je pense pas. Je pense que la quête de sens fera toujours force avant la quête de rémunération. Et donc s'il te demande pourquoi lui il est à 1008 et pas à 2000, tu lui réponds. Désolé, on a eu un petit problème technique, alors j'en profite pour te parler de comment intégrer RéseauFit en 30 secondes. Si tu es gérant de club de fitness, indépendant, passionné et que tu souhaites mettre l'adhérent au centre de l'équation et surtout faire partie de l'écosystème RéseauFit pour accélérer, alors tu peux aller sur le site RéseauFit, cliquer en haut à droite sur RéseauFit pour les gérants. En plein milieu, tu as un lien cliquable. Tu remplis les quelques questions qu'il y a ici et on te contacte sous 48 heures. Allez, je vous laisse sur le podcast. On reprend, c'est la partie 2. Allez, on est de retour. Petit problème technique, on s'en excuse. Bon, on en a profité pour placer notre petit moment RéseauFit. Donc là, on repart sur recrutement. Fabien, tu avais une question du coup, on était sur... Oui, on était sur le salaire. Si tu proposes une fourchette de salaire entre 1800 euros et 2000 euros, si tu proposes le 1800 euros, comment tu l'expliques sans frustrer le candidat que tu pars sur 1800? Oui, alors là, pour moi, du coup, c'est ce que je disais, ça allait être un moment de négociation, en fait. Quand vous allez passer l'entretien, vous allez vous rendre compte, déjà, s'il n'a pas d'expérience ou autre, donc ça, c'est des critères qui vont rentrer dans le montant de la rémunération. Après, oui, ça peut le frustrer. Et donc, du coup, ce que je peux recommander, c'est de lui indiquer que, voilà, aujourd'hui, il a cette rémunération-là. Si pendant X mois, X années, il fait ses preuves, c'est aussi lui dire que, voilà, aujourd'hui, tu es là, mais demain, tu pourras très facilement monter à la fourchette haute. Donc, 1, négociation, 2, perspective d'évolution. OK. Voilà. Ça te va, ouais, je pense. Parfait. Merci, Sab. Ok, donc là, on en était du coup toujours sur les annonces. Donc là, c'était expliquer au candidat pourquoi il doit nous rejoindre. Et la dernière partie de l'annonce pour faire en sorte que saute aux yeux, c'est pourquoi cette annonce pourrait l'intéresser. Et donc là, lui poser la question, en fait, tout simplement, faire un paragraphe dans l'annonce, pourquoi cette annonce peut vous intéresser. Et pourquoi vous devez postuler. T'as mis quoi, par exemple, dans pourquoi ça pourrait, là, un exemple Alors là, c'était j'ai mis 4 questions différentes. Pourquoi cette annonce pourrait-il vous intéresser? Alors, est-ce que vous aimez le contact humain? Vous êtes à l'aise avec les gens, savez créer un lien et transmettre votre passion du sport avec enthousiasme? Vous êtes un moteur de motivation, vous aimez évoluer et relever des challenges, etc., etc. Ok, trop bien, c'est clair. Donc, on a parlé fiche de poste d'un côté, puis ensuite, comment on rédige l'annonce. On rédige l'annonce. Ouais. Là, on va rentrer juste avant la partie diffuser l'annonce. C'est un petit tips qu'on va vous partager. Donc ça, c'est un point ultra important. C'est ce qu'on a appelé la préqualification des candidatures. Moi, là, ce que je vais vous recommander, c'est d'aller faire, en fait, d'intégrer dans vos annonces un Google Form. C'est quoi un Google Form, Seb? Un Google Form, c'est ce qui vous permet de créer des questionnaires en ligne, en fait. Et vous allez demander aux personnes d'aller répondre ce questionnaire de préqualification. En fait, ça va vous permettre de filtrer rapidement les candidats. Je vais juste vous donner un exemple hyper factuel pour que vous compreniez l'importance de faire ce questionnaire de préqualification. Imaginez demain, vous avez un coach qui démissionne et que vous devez remplacer rapidement sur de la... parce qu'il a des cours, parce que vous faites des cours Les Mills et que vous avez besoin de la certification Les Mills pour remplacer rapidement ce coach. Eh bien, dans votre questionnaire de préqualification, vous allez poser la question
avez-vous une certification spécifique et notamment dans des concepts fitness. Et donc là, vous pouvez faire des réponses à choix multiples. Et si vous coche la case certification Les Mills, vous savez immédiatement, lorsque vous recevez la candidature, que vous devez prioriser sur ce type de profil. Que vous n'aurez pas à la former. Ou, voilà. Okay. Et aussi, qu'est-ce que ça peut vous dire ? En fait, si vous donnez une question simple de remplir un questionnaire en ligne, déjà, si la personne elle ne le fait pas, c'est que ça donne beaucoup d'informations. Si demain, vous donnez des missions à cette personne-là, vous allez voir que déjà, si la simple mission d'aller remplir un questionnaire en ligne, elle ne le fait pas, alors demain, qu'est-ce qui va se passer dans votre club ? Exactement. Voilà. Ce questionnaire de préqualification, ne le négligez pas, c'est vraiment un atout fort. Et en plus, ça vous permet de centraliser toutes vos demandes sur un même endroit et d'aller créer une sorte de stock de candidatures aussi. Ouais, c'est clair. Je vais vous donner d'autres questions aussi qui peut être mis dans ce... Non, mais c'est trop bien ce que tu dis. C'est vrai, j'y avais pas pensé comme ça. Ah oui. En fait, moi, ça me fait chier de faire un questionnaire de préqualification, de candidature. Mais en réalité, tu as raison. Tu crées tes questions, tu l'envoies à chaque demande. Comme ça, tu renvoies la balle et c'est à lui de faire l'effort. S'il le fait, tant mieux, c'est qu'il est peut-être motivé. Ouais. Et en plus de ça, tu as tout qui est répertorié au même endroit. Un jour, tu cherches un coach ou autre, pouf, tu réouvres ton Google Form et tu as tout à l'intérieur avec le détail de toutes les questions. En gros, tu passes une demi-heure avec ChatGPT pour te faire tes questions, tu l'intègres, tu as ton lien et et tu dis à tes équipes, vous avez une demande de candidature, première chose, vous envoyez le lien. Et tu parlais de rémunération tout à l'heure, mais tu vois, tu mettais tu disais, mais tu peux avoir le cas où le candidat trouve que la fourchette de rémunération ne lui correspond pas du tout. Ça filtre. Tu peux poser la question. Est-ce que la rémunération proposée vous convient ? S'il vous dit non, voilà, vous ne le prenez pas. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Complètement. Pareil pour s'il veut un temps partiel ou un temps plein. En fait, vous allez faire un premier filtre sur les candidats qui répondent au plus à vos attentes de base, en fait. Et puis, c'est du temps gagné sur l'entretien parce que toutes ces questions, tu n'as plus à les reposer. Exactement. Et là, tu as parlé de dire tu fais ça, en gros, tu as aussi ouvert une réflexion de se dire tu fais ça une fois et tu peux le faire pareil pour tout le monde. C'est aussi la force d'un guide, d'avoir un guide de recrutement processisé, c'est qu'en fait, vous n'avez plus à réfléchir, à vous dire comment je fais, etc. Bien sûr, tu l'as une fois, tu l'as. Là, une fois que vous l'avez fait, il est marqué dans la pierre, j'allais dire. C'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer toujours sur la même chose et du coup, appliquer les mêmes méthodes pour chaque personne, de la même manière. Donc, vous pouvez les comparer de la même manière. Donc voilà pour la partie préqualification des candidatures via un Google Form. Deuxième point sur lequel on passe rapidement, c'est tout ce qui est diffusion de l'annonce. Donc là, je pense que ça, vous avez plutôt les bons réflexes, c'est-à-dire que vous allez poster vos annonces sur les réseaux sociaux, sur les sites professionnels, France Travail, etc. Le conseil qu'on donne souvent, c'est de demander auprès de ses équipes. Là, tout à l'heure, toi, Fabien, tu as dit d'envoyer un mail à tous ces adhérents ou anciens adhérents. Ça aussi, c'est des tips pour diffuser l'annonce ultra concret. Et auprès de vos adhérents, on l'a remarqué, c'est une histoire qu'on voit souvent. Toi, tu l'as vécu. Des adhérents que tu as identifiés comme passionnés. Et en fait, tu as juste posé la question, mais tu ne serais pas intéressé de passer coach, de faire la formation coach. Et aujourd'hui, je te laisse en parler si tu veux. Ouais, un jour, je vais m'entraîner à la salle de sport. C'était il y a, presque un an, je dirais. Et il y avait quelqu'un qui était sur la presse, je crois. Il était sur la presse et je sais pas, dans son attitude, je sais pas pourquoi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais ça te plairait pas, Rémi, de devenir coach sportif ? Et en fait, sa réponse, c'était ouais, pourquoi pas. J'y réfléchissais déjà un petit peu. C'est marrant que tu me poses la question. Et là, on a déclenché quelque chose. C'est marrant parce que maintenant, on en reparle. Rémi, il est recruté, ça y est, dans le club. Il vient de finir son apprentissage. Là, on vient de lui proposer son premier contrat qui va pour début août. Et c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de recrutements qui se font en interne, directement par les adhérents, parce que les adhérents, souvent, sont passionnés. Et après, en effet, tu disais, les coachs, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que qui connaît...
Je n'arrive pas à poser la question, mais en fait, je pense que c'est les coachs qui ont le plus de relations d'autres coachs, puisqu'ils ont passé leurs tests ensemble dans d'autres. Et puis, ils connaissent les bons profils. Moi, j'adore ça. Donc, ouais. Donc, double recrutement interne, coach et adhérent. Ok. Donc là, ouais, merci. Donc là, tu as détaillé comment tu avais fait pour trouver la pépite Rémi, en fait. Mais oui, c'est souvent un conseil du coup qu'on entend beaucoup d'aller d'abord rechercher auprès des personnes qui sont dans le club. Hein. Ouais. Du coup, maintenant, la prochaine étape, ben, tu commences toi à avoir, tu as diffusé ton annonce, tu commences à avoir les candidatures qui affluent. Toi, à ce stade, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais du coup quand tu recevais les candidatures? Est-ce que comment tu faisais pour te dire, ok, ben, c'est bon, on passe à l'étape suivante, je les invite à un entretien? En fait, envoyer un mail, je l'ai fait que pour la partie accueil. Pour la partie sportive, ça s'est jamais fait comme ça pour moi. Très souvent, j'appelle les écoles pour avoir un apprenti ou deux chaque année, ou j'ai une personne du club, un adhérent qui semble motivé et qu'on forme. Et ça se passe souvent comme ça pour la partie sportive. Donc, j'ai jamais eu de moment avec une équipe sportive où j'ai plusieurs coachs qui attendent leur tour et où je vais faire passer les entretiens les uns après les autres. Tu vois l'idée? Ouais. Voilà. Donc, j'ai pas pu expérimenter cette partie-là dans mon club. Ok. Et est-ce que tu as déjà bloqué 1 heure pour un entretien et où tu t'es rendu compte qu'en fait, au bout de 3 minutes, ça allait pas le faire? Ouais, complètement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que là, on va arriver à un point ultra important, c'est le fameux appel de préqualification. Donc là, vous rajoutez une strate supplémentaire dans le filtre des candidats qui vont passer l'entretien. C'est qu'on va vous recommander de prendre votre téléphone et d'aller appeler le candidat. Ça prend 3 minutes et ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ouais. Et ça va vous éviter justement mais ça va t'éviter de bloquer 1 heure sur ton planning, de te retrouver mal à l'aise face à une personne parce que du coup, tu sais que ça va pas le faire dès les 3 premières minutes. C'est ultra important. Et moi, j'ai suivi ton conseil sur mon dernier recrutement. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Ah, ben vas-y. Allez, anecdote. Donc, du coup, j'appelle. Alors, j'ai eu 2 personnes que j'étais en réflexion de recrutement. Une première qui s'est très bien passée, j'ai fait l'appel où tout s'est bien passé en termes de valeur, d'envie, de motivation. Attends, là, tu es en train de me parler de... Est-ce que là, tu avais fait passer l'entretien ou pas? Non. Là, je suis sur l'appel. Tu es sur le CV. J'ai le CV et j'appelle pour voir avant de fixer 1 heure. Ouais, ok. Donc, d'un côté, la première personne, tout se passe bien, qualifiée, donc je la reçois. Et l'autre personne, une autre personne que j'appelle justement pour expliquer l'intérêt de faire ça. On a l'impression que c'est strate sur strate et qu'on va perdre du temps, mais pas du tout, c'est tout l'inverse. J'appelle la personne et la personne me dit bonjour, voilà, oui, je vous ai envoyé mon CV parce que je souhaiterais devenir coach sportif. Ça fait pas mal de temps que je veux faire ce métier-là et voilà, je souhaiterais démarrer avec vous. D'accord. Du coup, moi, j'avais pris un petit peu les devants. J'avais vu que cette personne avait été inscrite chez moi dans mon club. Elle avait gagné par un loto 3 mois ou 6 mois dans mon club. Et je lui dis, mais je viens de regarder un petit peu votre historique. J'ai vu que vous étiez résilié dans mon club. Comment ça se fait? Et alors, elle m'explique qu'en effet, il y a 3 mois, elle a résilié parce que elle a préféré s'inscrire chez mon concurrent parce que c'était à proximité avec son lieu de travail. Alors que mon concurrent est à 1 kilomètre de chez moi. Oui. Donc, du coup, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais vous souhaitiez déjà travailler dans mon club au moment où vous avez fait le choix de résilier chez moi? Et là, elle m'a répondu oui. Elle m'a dit, j'ai fait juste ça par commodité, par facilité. Ben là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, moi, à mon sens, si votre vision, c'était de travailler chez moi, vous n'auriez pas dû résilier pour aller chez mon concurrent. Donc, c'était, comment tu appelles ça? Red flag. On va en parler après des red flags. Trop bien. Donc, c'était red flag. Et là, voilà. Et donc, ça m'a fait gagner un temps fou. Ben ouais. Voilà. Super. Ouais. Oui, donc du coup, en fait, ce que vous allez évaluer... Je t'avais pas parlé de ça? Non. Ok, cool. Ce que vous allez évaluer, du coup, pendant cet appel de préqualification, c'est du coup, si elle s'exprime clairement, si la personne s'exprime clairement, est-ce qu'elle a été pro au téléphone et est-ce que son discours est cohérent avec son CV? Et donc là, c'est exactement ce que tu viens de nous raconter. C'était pas cohérent. Donc là, tu avais trouvé quelque chose qui n'allait pas. Parce que dites-vous une chose, c'est que s'il se passe ça avant même qu'elle travaille avec vous, qu'est-ce qui va se passer quand elle bossera avec vous? La personne sera complètement incohérente dans sa manière, dans son approche, dans sa vision, dans les actions qu'elle met en place pour atteindre ses objectifs. En fait, ça démontre plein de choses. Surtout que le parcours client que tu proposes dans ton club, ça n'a rien à voir avec
le parcours client qui est proposé dans l'autre club, quoi. Tout à fait, complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça même qu'elle voulait s'inscrire, elle voulait faire sa formation chez nous. Parce qu'elle adorait notre manière de bosser et tout. Mais je dis, mais c'est incohérent. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoutez, peut-être revenez vers nous dans 1 an et faites en sorte de mettre les actions en cohérence avec votre vision sur l'année qui suit, quoi. Du coup, c'est trop bien. non, mais c'est là ce qu'on donne, c'est hyper important parce que vous voyez tout le temps que vous pouvez gagner. En fait, vous pensez perdre du temps, 5 minutes un appel, mais en fait, non, vous allez en gagner. Et nous, d'ailleurs, dans le réseau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré cet appel-là en fournissant à nos gérants une trame d'appel de préqualification où, en fait, on a identifié 10 questions. C'est assez simple, 10 questions. En fonction de la réponse, la candidate obtient un certain nombre de points. 2 points sur sa réponse est positive, 1 point sur sa réponse est moyenne, 0 point si la réponse ça va pas du tout. Ouais. Et en fait, avec ces 10 questions-là, elle va atteindre un certain nombre de points. Et du coup, si elle a entre 13 et 16 points, elle sera convoquée pour l'entretien complet. Si elle a entre 7 et 12 points, on va la garder en réserve, on la met en stock. Et si elle a entre 0 et 6 points, c'est un profil qui ne va pas du tout correspondre. Donc cette trame d'appel-là, moi je vous conseille d'aller vous la construire. Voilà. Là, je vous ai parlé d'un système de points. Vous allez voir que c'est ultra important, ces systèmes de points dans la méthode qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des points, c'est tangible. Vous allez pouvoir comparer les candidats les uns avec les autres. C'est factuel, on sort l'émotionnel et on est sur une même comparaison. C'est ça. Et pour vous donner une question qu'on peut poser lors de ce premier appel de préqualification, c'est une question toute simple, c'est pourquoi postulez-vous dans notre club ? Ce que vous allez rechercher en tant que gérant, c'est est-ce que le candidat montre un réel intérêt pour le club et son environnement ? Et en fonction de sa réponse, si elle est motivée, et si c'est une réponse motivée, claire et personnalisée, vous allez lui attribuer 2 points. S'il y a une motivation absente durant l'appel, vous allez lui attribuer 0 point. Ok, c'est hyper clair. Je pense qu'on en donne beaucoup là. Ouais, mais franchement, ton guide, il est exceptionnel, Seb. Et juste un petit point je voudrais juste traiter une objection des gérants. C'est oui, mais moi, des coachs, je n'en trouve pas. Vous mettez des filtres par-dessus les uns par-dessus les autres. En fait, rappelez-vous d'une chose juste à ce moment-là, c'est que quand vous aurez mis en place la fiche de poste sexy, le bon texte, la bonne annonce, la bonne mise en avant, les bonnes valeurs mises en avant, tous les tips qu'on a parlé, des fourchettes tarifaires, les ci, les ça, vous allez créer de l'autorité autour de votre club et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile d'attirer les bons profils et d'en attirer beaucoup plus. Ouais, et il vaut mieux 2-3 candidats qui passent un entretien mais qui ont passé tous ces filtres-là plutôt que faire passer 10 entretiens à des candidats dont vous n'avez aucune information, quoi. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Là, je pense qu'on a fait l'appel de préqualification. Je pense qu'on a fini la première grosse partie sur obtenir les bonnes candidatures. À ce moment-là, en fait, du coup, on va avoir quelques candidats pour lesquels on va leur demander du coup de venir à l'entretien. Et donc là, on passe sur le troisième gros temps fort d'un recrutement, c'est l'entretien physique. Alors, question que je vais te poser, Fab. Alors, tu peux nous dire comment se déroulaient tes entretiens à toi maintenant que tu vas recevoir le candidat. Tu peux nous expliquer comment tu les préparais. Est-ce que tu avais une trame ? Est-ce que tu prenais des notes ? Ok. Je pense que déjà, si tu réponds à ça, c'est pas mal. Ok. Alors moi, ce que je faisais avant ta méthode, là, c'est je prenais mon ordinateur et je notais toutes les questions que je voulais lui poser dessus. Et en fait, je démarrais l'entretien comme ça. Je me mettais toujours une petite phrase au démarrage pour me mettre dans le contexte du style sois à l'écoute et bienveillant pour le laisser s'exprimer, etc. Comme ça m'orientait un petit peu sur l'entretien. Et après, j'avais mes questions. Et je posais les questions. Et à chaque fois qu'il y avait une réponse, je mettais la réponse de suite à l'ordi sur la question. Et ensuite, à la fin, donc j'avais des questions techniques, mais aussi questions plutôt sur le savoir-être. En fait, naturellement, je posais ce type de questions. Est-ce que tu es quelqu'un qui a des problèmes avec l'autorité ? Est-ce que tu es une personne qui a des problèmes avec l'autorité ? Je posais des questions comme ça. Bref.
J'avais des questions un petit peu Comment tu notais les réponses? à l'ordinateur, directement à côté de la question. Ok. Donc j'avais toutes mes réponses, mais j'avais pas de points, hein. C'était juste une question-réponse. Oui. Et à la fin de l'entretien, je lui dis écoute, super. Alors, des fois je disais ouais, c'est nickel, on se tapait dans la main, je dis allez feu, on y va. Hyper motivé. Et puis des fois, je lui dis écoutez, quand j'étais pas sûr, je reviendrai vers vous d'ici 2-3 jours, je ferai une réponse. Ok. Et tu faisais passer des tests ou pas? Je commence à faire des ouvertures. Ouais. Non, je faisais pas passer des tests sportifs, sauf. Enfin, une fois, moi, j'ai fait un bike, je l'ai vu. Je faisais le bike tranquillou, t'es arrivé avec 2 candidats, là. Tu m'as pourri mon petit moment. Ah ouais? Non, je rigole. Non, mais attends, je me souviens plus, c'était qui ces mais c'est sûr personnes-là? qu'il y avait 2 candidats, c'était des... C'était des garçons? C'était un garçon et une fille, Un garçon et une fille? à qui t'avais fait faire un test de cours de bike, en fait. Ah, et c'était pas des apprentis qui étaient déjà peut-être, ouais. embauchés? Je les ai jamais vus dans ton club, donc je pense que ça n'a pas été compliqué. Ah bon, d'accord. Non, en fait, là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est Johan Mosny qui m'avait conseillé ça. Je lui expliquais ma réflexion. Je lui dis, écoute, il y a un candidat qui paraît bien, mais j'ai quelques points d'interrogation. Il me dit, écoute, c'est très simple. Tu le fais venir c'est un cours à 12h15, tu le fais venir à 11h45 pour un entretien informel. Ouais. Et boire un café, échanger, etc. Et à midi, tu stoppes le moment et tu lui dis, écoute, t'as un short? T'as une paire de tennis? Eh bien, prépare-toi, tu fais le cours de 12h15. T'es OK pour ça? Et tu vois ce qui se passe. Alors, on va en venir après, ouais, sur les... sur ça? Ouais. Ah, mince, je t'ai Non, mais grillé vas-y. et donc, à ce moment-là, tu vois l'intérêt. Parce que quelqu'un qui dit, ouais, moi, j'adore le fitness, ici et ça. Et qui, au moment où tu le mets face au mur, il te dit, ouais, non, finalement, j'en fais 36 des cours déjà dans mon ancien club, etc. Je vais pas en faire un de plus. Ben, c'est, comment tu appelles ça? Red flag. Red flag, merci. Salut. Ouais, donc du coup, là, en fait, c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Ce moment où vous allez être avec la personne en face à face, moi je recommande le face à face. L'entretien par Zoom, sauf si la personne est très très loin, c'est ultra complexe. Il faut ressentir les choses. Il y a le verbal, mais il y a aussi le non-verbal qu'on va ressentir au moment de l'entretien physique. En fait, votre objectif durant cet entretien physique, ça va être d'obtenir le plus d'informations possible sur la personne. Et ça va être le jeu que auquel vous allez devoir jouer. Alors, pour bien entamer son entretien... Mais depuis que j'ai mis en place ton process, j'ai mis en place les moments physiques. Hein. Ouais. Je l'ai déjà mis en place pour 2 personnes. Hein. Oui. Et c'est là où tu vois toute l'autorité du process. Parce que les personnes, elles arrivent hyper engagées, hyper motivées. Et elles veulent montrer le meilleur. Et ce que j'adore faire, c'est les mettre avec leur prochain tuteur. Comme ça crée déjà une forme d'autorité et d'écoute envers une personne qui est là pour donner une note à la fin, quoi, parce que c'est eux qui décident, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, là, tu es en train de... faut vraiment passer de l'intuition à l'évaluation. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est qu'il faut préparer en amont ces entretiens. Ah si, d'ailleurs, j'avais une question. Tu fais passer tous tes entretiens un même jour ou c'est étalé, tu vas les étaler dans la semaine Non, en réalité, c'est étalé dans la semaine. Ouais. Moi, alors ça, c'est un conseil que je vous donnerai. Vous bloquez une journée pour faire ça, quoi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, on parle d'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que si vous recevez un candidat un lundi et que vous avez un super mood, vous venez de passer un super week-end, etc., eh bien, la perception que vous allez avoir de ce candidat, elle sera meilleure parce que vous avez un état d'esprit positif ce jour-là. Ouais. Mais par contre, si le vendredi, vous êtes rincé de la semaine, vous en avez marre, vous recevez une personne et vous n'avez plus envie, vous allez voir que la perception que vous allez avoir de ce candidat est négative. Et donc la problématique de ça, toujours dans une optique de vouloir comparer les profils et les mêmes sur un même pied d'égalité, et ben en fait, du coup, rien que ça, vous perdez des informations ultra importantes. Donc, vaut mieux faire passer tous les entretiens le même jour. Si vous pouvez, parce que des fois, on ne peut pas. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Des fois, c'est nous qui souhaitons et recherchons quelqu'un. On fait une grosse annonce et on fait venir les personnes au même moment et c'est parfait. C'est dans le meilleur des mondes. Mais la plupart du temps, en réalité, les candidats arrivent un petit peu au compte-gouttes et en fait, on ne veut pas les laisser passer malgré tout. Donc, on veut les mettre dans ce process et cette méthodologie de recrutement tangible, mais ils n'arrivent pas tous en même temps. Donc, moi, je parle de
Dans le cas où c'est toi qui lance la recherche de recrutement, hein, c'est ça. Ouais. Mais ça m'est jamais arrivé en fait dans la partie sportive parce que du coup c'est simplement avec la partie. En fait, ça s'est mis en place naturellement avec chaque année des nouveaux apprentis qu'on a formés. Ok. Ou alors des écoles qui m'appellent et qui me disent là il y a 2 pépites. Je vois le process. Tu vois l'idée ? Ouais, j'ai compris. Donc, du coup, conseil en préparation, on relit la fiche de poste. Bien sûr, on se remet dedans, on se revoit le contexte parce que vous allez parler avec une personne à qui vous devez également vendre le club aussi. Hein. Ensuite, vous allez imprimer et relire le CV. Ça, je pense que ça, on le fait assez souvent. Et là, vous allez préparer la scorecard. Donc, je vais vous en parler juste après. Et la score comp. Donc, ça, c'est un tableau maison. C'est le score comportemental. Et on va revoir ces fameux red flags. Un red flag, c'est quoi ? C'est une attitude du candidat qui va être éliminatoire immédiatement. Fabien, tout à l'heure, là, tu en as parlé. Là, pour la personne, donc là, c'était un red flag qui était apparu durant un appel de préqualification. Mais ça peut être, par exemple, un red flag, c'est que le candidat, durant l'entretien physique, va mal parler de son ancien employeur, va mal parler de ses anciens coéquipiers. C'est peut-être vrai, c'est peut-être fondé, mais en soi, imaginez ce qu'elle pourrait faire dans votre club si elle commence à parler négativement des autres personnes de votre club. Voilà. Ça, pour moi, ça fait partie des red flags. Ou quelqu'un qui se déresponsabilise sans cesse et qui renvoie la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Oui. Ça, tu as entièrement raison. Ensuite, il faut accueillir le candidat pour le mettre à l'aise. L'objectif, c'est que vous ayez le plus d'informations non biaisées par une envie de bien paraître, etc. Donc moi, je conseille toujours d'essayer de mettre le candidat à l'aise et de lui dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, que l'important, c'est qu'il se sente, qu'il exprime les choses comme il les ressent. Et maintenant, on va passer à la fameuse scorecard. Alors, la scorecard, en fait, c'est un outil de recrutement structuré. Là, on va rentrer dans des parties un peu plus techniques. Alors, attends, du coup, pour dézoomer, on a dit en 1, il fallait faire fiche de poste. Relire la fiche de poste. Ouais. En tout début, on a dit 1, on fait une fiche de poste. Ouais. 2, on crée une annonce. Ouais, enfin, on cherche à obtenir les meilleures candidatures. Donc, on va faire une annonce. Faire l'annonce, la diffuser sur les canaux, faire un questionnaire de préqualification et faire un appel de préqualification. Super. Et une fois qu'on a tout ça, on attaque l'entretien physique. L'entretien physique, donc on a indiqué comment commencer son entretien physique. Et là, vous allez passer au moment où vous allez faire les questions-réponses en face à face. Et à ce moment-là, vous allez créer un outil qu'on appelle la scorecard. OK. Donc la scorecard, en fait, c'est un outil de recrutement structuré, ultra connu, en fait. Et comment... je ne connaissais pas, moi, avant que tu me l'expliques. Hein. Et moi non plus, je ne connaissais pas avant de creuser. Ok, trop bien. Et en fait, mais moi, en fait, quand je lis des choses, tu me connais, quand j'ai des illuminations et que je comprends que c'est ça qu'il faut, je le déploie assez rapidement. Donc, la scorecard, en fait, c'est un tableau. Un tableau sur lequel il est beau, ce tableau, hein. Vous allez avoir vos questions que vous allez poser au candidat. C'est bête qu'ils ne le voient pas, le tableau, là, parce qu'il est juste magnifique. Et pareil, en fait, vous allez fixer des points en fonction du score idéal. Le score idéal, c'est quoi ? C'est la réponse idéale que vous attendez à cette question. La réponse obligatoire, je vais vous donner un exemple après. Hein. La réponse obligatoire va donner 2 points. La réponse tolérable va donner 1 point. La réponse insuffisante va donner 0 point. Et en fait, la force de ce tableau, c'est que vous allez décomposer les questions en 2 grosses parties. Les fameuses compétences techniques. Je vous donne un exemple. Vous cherchez à voir s'il a des formations et des certifications. Vous, ce que vous voulez, c'est de vérifier si le candidat possède un diplôme reconnu et s'il a des certifications complémentaires utiles. La question que vous allez poser, ça va être peux-tu nous parler de ta formation en coaching et des certifications que tu possèdes ? Le score idéal, ça va être s'il a le BPGEPS, le DEGEPS, la licence STAPS, plus des certifications, Les Mills, Zumba, allez hop, etc. Donc ça va être un score idéal, 3 points. Hop, vous posez cette question-là, il vous dit qu'il a tout ça, vous entourez, il a 3 points, vous mettez le score du candidat sur cette question, 3 points. Là, pour la scorecard coach, on a
poser 1, 2, 3, 4, 5 questions pour la partie compétences techniques pour avoir un total de points de 15 maximum. Ensuite, vous allez avoir le deuxième bloc de la scorecard. Ça va être tout ce qui est l'évaluation du comportement. Donc, ce qu'on disait, faire en sorte de vérifier que le candidat est aligné avec vos valeurs. Encore une fois, il vaut mieux choisir un candidat avec des atouts de savoir-être et d'état d'esprit hauts, avec des points ultra hauts sur ces caractéristiques-là, plutôt qu'un candidat avec des compétences techniques ultra élevées. Et donc là, vous allez aller poser des questions qui vont aller sur la culture de l'entreprise, sur l'état d'esprit. Encore une fois, je vais vous donner un exemple. Là, je ne sais plus combien de questions on a posées. Je te vois les compter. Ouais, je les ai comptées, je les ai oubliées. Je crois qu'il y en a 11. 3, 4, 5, 6, 7, En fait, 8, 9, 10. Il y en a 11, ouais. 11 questions sur... Mais ça peut être... Enfin, c'est dépendant de chacun. Chacun, si tu veux en rajouter une, tu peux en rajouter une. Oui, c'est dépendant de chacun, mais nous, pour les gérants du réseau, on en a proposé. dans le guide, on en a mis On 11. a 5 questions techniques, 11 questions comportementales. Voilà. Donc là, on vous donne juste un exemple. Je vous donne un exemple sur ces évaluations de comportement. Ça va être les alignements à la culture et aux valeurs du club. Vous, ce que vous recherchez en tant que gérant, c'est est-ce qu'il comprend et partage la mission du club. La question que vous allez poser, c'est qu'est-ce qui te motive à travailler dans un club de fitness indépendant comme le nôtre? Et là, en fonction de sa réponse, vous allez pouvoir attribuer un certain nombre de points. Je peux en lire une autre ou pas? Tu en as trouvé une qui te plaisait? Ouais, comment expliquerais-tu à un adhérent qu'il doit ranger ses poids? Moi, j'adore poser cette question lors d'un entretien. Imagine, tu as quelqu'un qui est dans ton club, dans le club, et qui range mal ses affaires. Comment tu vas le voir? Qu'est-ce que tu lui dis? Il réitère, comment tu vas le voir une seconde fois? Il réitère, comment tu vas le voir une troisième fois? Et c'est hyper intéressant. Oui, parce que ça, encore une fois, ça va te donner des informations. Et ce qui est ultra utile avec cette scorecard, en fait, c'est que vous allez poser toutes les mêmes questions à chaque candidat. Et à la fin, quand vous allez faire la somme des points, il n'y aura pas photo, en fait. Il y aura une somme technique et une somme comportementale. Et une somme totale. Et donc là, en fait, vous allez être complètement... franchement, quand vous découvrez l'outil, l'utilisation, le déploiement, c'est magnifique. C'est comment tu dis quand tu as une élimination, en fait. C'est une élimination. Donc voilà, moi, je vous invite vraiment à construire ces scorecards. Ça prend énormément de les construire. Ça prend beaucoup de temps de les construire. Mais encore une fois, l'énergie que vous allez déployer, ça sera qu'une fois vous allez structurer votre process de recrutement et vous allez pouvoir le faire pour tous les recrutements. Vous n'aurez plus à vous poser la question. Et pour les gérants du réseau déjà affiliés, vous avez bien sûr toute la méthode et tout le livret accessible. Sur votre espace perso. Là, on vient de voir la scorecard. Ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'au niveau de la scorecard, on avait un échange avec le candidat. C'est-à-dire que vous posez des questions et il vous donne des réponses. Mais moi, je trouvais qu'il manquait un élément, et c'est là j'y reviens, c'est le second tableau, c'est ce qu'on appelle la score comp. Donc c'est un score comportemental. Et ce tableau-là, en fait, la particularité, c'est que vous allez attribuer des points au candidat en fonction d'analyse que vous avez faite durant l'entretien. Est-ce qu'il était à l'heure? Voilà, ça dépend plus de ses réponses à lui, mais magnifique. ça dépend de choses que vous attendez et qui sont importantes. Là, tu as parlé, est-ce que le candidat était à l'heure? Si oui, il aura 2 points. Sinon, il aura 0 points. Est-ce que le candidat s'est renseigné sur le club? Ça, c'est un truc, moi, je trouve que c'est hyper important. T'es candidat, tu t'es pas renseigné sur le club. Le candidat, il doit savoir si vous allez... s'il est chez Basic Fit ou s'il est dans un club indépendant. Il était à l'heure, c'est presque un red flag, ça. T'imagines, il n'arrive pas à l'heure à l'entretien? C'est chaud quand même. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, en termes d'heures, là, on a notre Loïc Pajot. Je savais que tu allais parler de Loïc. On a notre Loïc Pajot national qui nous a donné un conseil mais exceptionnel sur les heures. En fait, vous devez, quand vous construisez vos
vos entretiens, en fait, réfléchir à qu'est-ce qui pourrait vous donner le maximum d'informations. Et Loïc Pajot, lui, il recherchait du coup des femmes de ménage pour nettoyer son club. Sauf que il s'est rendu compte que le créneau horaire pour faire le ménage au club, c'était des créneaux super tôt le matin. Et notamment des créneaux de 5h30 à 7h du matin, je crois. Et donc, ce qu'il s'est dit, il a dit, pour avoir l'information de savoir si les personnes vont se présenter à cette heure-là pour nettoyer le club, je vais faire passer mon entretien d'embauche à cette heure-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, il était dans une zone étudiante, donc il faisait passer ses entretiens à des étudiants. Et en fait, il nous racontait, je faisais venir 2-3 étudiants à cette heure-là, et immédiatement, je voyais lesquels arrivaient à l'heure, lesquels venaient à cette heure-là, et celui qui n'était pas venu, il ne venait pas, red flag. Red flag. Donc, hyper intéressant. Donc là, vous voyez sur la structuration, la scorecard, la scorecamp. Donc, du coup, vous allez avoir cet entretien ping-pong de questions-réponses. Moi, ce que je préconise aussi, c'est qu'à la fin de ce gros bloc-là, vous allez demander au candidat de voir s'il veut revenir sur certaines de ses réponses. Encore une fois, il ne faut pas piéger les candidats. Peut-être qu'il y a des réponses, où, surtout les premières, où il n'était pas à l'aise et tout ça. Et peut-être qu'il va vous donner des éléments de réponse ultra... qui va vous donner des informations supplémentaires. Et des fois, même, c'est au contraire. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait la scorecard et à la fin, je lui pose la question, est-ce que tu veux revenir? C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai eu un doute. Et la personne est revenue sur quelque chose qui était quasiment un red flag. Ah ouais. Et du coup, en fait, il a voulu rebouger un truc qu'il a mis quasiment dans le red flag. Et là, je me suis dit, waouh, peut-être qu'il a voulu répondre aux questions un petit peu comme le bon étudiant. Et à la fin, il a ouvert le truc en disant, en fait, là, j'ai pas vraiment répondu en transparence. Tu vois. Tu vois, ça va être ma question que je vais te poser. Du coup, après qu'on ait échangé, toi et moi, sur tout ça, je sais que tu t'es mis à utiliser la scorecamp. La scorecard. Oui, non, tu as utilisé les deux. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire un retour sur non, je ne fais pas de retour. Comment tu l'as utilisé? Est-ce que ça t'a été utile? Est-ce que tu as trouvé que ça a modifié complètement la perception que tu avais des candidats? Est-ce que ça t'a rassuré en tant que chef d'entreprise? Ok. En fait, ça a mis de l'autorité sur ce qu'on fait parce que la personne en face de moi s'est dit waouh. J'arrive à... Non, mais c'est vrai. Oh, waouh! Je pense que les candidats, jamais ils ont passé des entretiens comme ça. Oh, waouh! C'est quoi ce truc, quoi? Et moi, je suis là en train de dérouler le truc. Et en fait, c'est hyper pro, c'est méthodique. Et ils se disent, mais wow, si je suis pris, c'est que je le mérite, c'est que je suis à la bonne place. Et en même temps, c'est que je vais monter en compétence. Parce qu'il se dit, mais s'il est aussi bon sur le recrutement... qu'est-ce que je vais vivre après dans un truc. Et c'est exceptionnel parce que moi, après, on a fait la partie physique avec... C'est Rémi, du coup, qui a fait l'entretien, notamment d'une personne, d'une dernière candidate, là, qui m'a dit, en fait, elle est arrivée hyper motivée, hyper engagée. Mais ouais, forcément, quand tu vois l'entretien d'embauche qu'elle a vécu, la personne ne peut venir qu'avec une grosse volonté. Ouais. Ça change tout. Oui, mais ça change tout. Pas bien. Non, mais ça change tout. Donc, merde de ne pas l'avoir fait avant, quoi. Et donc, du coup, ce scorecard, ça va vous servir à quoi, en fait? Du coup, je vous l'ai déjà dit, vous allez pouvoir comparer la note des candidats. Du coup, le candidat idéal aura le plus de points. Ouais. À l'inverse, le candidat avec une mauvaise note ne sera pas retenu. Un candidat peut avoir beaucoup de points pour la partie technique, mais peu de points sur la partie comportementale. Allez là, ma phrase. Dites-vous cela, un con compétent est avant tout un con et vous avez énormément à perdre s'il vient perturber l'ambiance du club. C'est ça, c'est ce qu'on disait en début de podcast. Vous pouvez également avoir des candidats avec des super notes dans la partie comportement et beaucoup moins dans la partie compétences techniques. Mais là, en fait, du coup, la partie compétences techniques, ça va être de la formation à prévoir. Bien sûr. Et un candidat qui a un bon état d'esprit et tout ça, vous avez plus de chances d'en faire un super élément dans le futur si vous le formez aux bonnes pratiques de votre club. Et c'est notamment le cas des apprentis, en fait. En vrai, il faudrait peut-être comparer la partie comportementale et à niveau égal sur la partie comportementale, seulement alors à ce moment-là, comparer sur la partie technique. Tu vois, je le verrais plutôt dans ce sens-là plutôt que d'avoir une note globale des deux. Ouais, t'as raison. Prioriser sur la partie comportement. Et oui, et ça fonctionne également, ça, pour les apprentis. C'est juste que les questions seront différentes. Apprentis, commerciaux, coach, manager, community manager, tout, en fait.
Mais, oui, mais par rapport à l'apprenti, c'est que la question, en fait, tu vas devoir le projeter dans le futur. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu peux y aller, tu peux dérouler sur ça. Non, mais c'est hyper intéressant que tu approfondisses sur la partie. Mais Ok, bah en fait. Moi, je me souviens que je t'avais entendu faire passer un entretien à un apprenti et c'est ça. Au niveau de les questions, tu les orientais vers le futur. Voilà, par exemple, au lieu de dire sur quel cours tu es à l'aise, ou quel cours tu préfères, c'est. L'idée, c'est de dire, ok, sur quel cours tu sembles être le plus à l'aise. Ouais. Tu vois, c'est tout. Ou alors, si demain tu es dans le club, tu dois faire un programme de muscu. Ouais. Comment tu construirais ce programme? Exactement, alors que la personne n'a pas encore fait l'école et du coup elle n'a pas encore les compétences, mais peut-être que c'est une personne qui a pris un peu le devant, qui a réfléchi et du coup qui a déjà un début de réponse. Ouais, et en plus en général, tu sais, quand tu trouves le profil passionné, il va savoir y répondre à cette question. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il aura creusé en amont. Et il aura vécu pour lui même des fois. Et qu'il aura vécu pour lui. Donc voilà pour la partie scorecard et score comportemental. Donc là, voilà, vous venez de poser les questions, vous avez bien avancé. Là, du coup, je regarde mes notes en même temps. Faire passer tous les entretiens le même jour, donc ça, on en a déjà parlé. On additionne les points, ça, on l'a vu? Ouais. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur la scorecard et la score comp. Là, maintenant, on va devoir passer à l'étape suivante parce que non, il y en a toujours une autre étape. C'est les fameux tests, les mises en situation. Mise en situation. Donc ça, moi, je le recommande fortement. Un bon candidat, ça ne se juge pas uniquement sur son CV ou sur ses réponses dans un entretien. Il faut lui faire passer des mises en situation. L'idée, ça ne sera pas de le piéger, mais de voir tout simplement comment il se comporte dans une mise en pratique réelle, en fait. Face aux adhérents, avec les collègues, sur la scène, si vous le faites faire un cours collectif, tous ces points-là. Ben là, tu viens d'évoquer un test possible. Nous, on en avait mis 5 dans le guide, mais par exemple, faire un test de lancement d'un cours co ou un test de simuler un cours collectif, ça peut être intéressant pour voir comment il se sent par rapport à la musique. Aussi le test, comme tu as dit tout à l'heure, de lui faire vivre un cours collectif. On pense notamment à un commercial. Moi, celui-là, je vous le donne parce que pour moi, c'est obligatoire de faire ça avec un commercial. Le commercial doit venir avec ses chaussures et son short à l'entretien pour voir comment il va utiliser le service du club, que ce soit un cours collectif ou autre, parce que j'estime qu'un commercial, s'il utilise les services du club, c'est qu'il croit fortement que le club a des services qui vont changer la vie d'un adhérent. Et si en plus, il doit vendre un parcours client ou autre et qu'il est convaincu que ça fonctionne dans le club, je peux vous assurer que vos taux de transformation d'avoir un commercial convaincu, utilisateur des services du club, c'est un signal ultra fort durant la vente. Donc voilà, faites tester les cours même à un coach. Un commercial. Donc voilà pour un commercial, tu voulais dire. Un commercial, pardon. Mais là, du coup, Seb, on est encore dans l'entretien d'embauche et les mises en situation sont des mises en situation verbales. Du style, Seb, on démarre un cours de bike, c'est la première fois que tu viens ou est-ce que c'est non, physique? Moi, je fais tester, moi. Physique, hein? Ah ouais. Et vous pouvez le dire en amont, avant l'entretien, que peut-être lui dire de le préparer d'ailleurs. Mais même si c'est un apprenti ou autre, vous lui dites, bon, ok, on va faire... je veux juste voir comment tu vas te sentir sur un vélo ou sur une estrade ou autre. Et vas-y, t'envoies. Tu choisis 2-3 musiques ou 1 ou 2 musiques et je veux juste voir. Vous allez juste tester. Déjà, rien que le fait qui se prêtent au jeu, qui se mettent en danger, ça va vous donner énormément d'informations. Et après, en plus, si vous faites un retour, vous allez voir comment il réagit à votre retour. S'il se cherche des excuses ou autre, vous savez que demain, si vous allez vouloir lui donner des conseils et tout, il ne sera peut-être pas... ouvert au conseil. Et pour être précis, l'idée, c'est que tu te lèves de la chaise, tu sors du bureau de l'entretien, tu vas dans la salle de cours co. S'il y a un cours qui démarre, tant mieux. S'il n'y a pas de cours, à ce moment-là, tu simules le truc, tu lances la musique, tu dis, écoute, tu as 15 personnes, tu lances un abdo fessier, c'est parti, tu prends le micro pendant 5 minutes et je te fais un feedback après. C'est ça l'idée? Oui, exactement. Ok, c'est clair. Après, tu peux essayer de caler ton entretien juste avant un cours. Bien sûr. Ok. C'est clair, Seb. Voilà. Alors, je sais pas, je pense que quand même, ça, c'était quelque chose qui était un peu de la mise en situation de coach, oui, mais peut-être pas d'agent d'accueil ou de commercial. Est-ce que c'est clair ou pas pour la partie commerciale? C'est ça l'idée?
Où est-ce qu'il faut le faire, c'est ça la question? Même pour la partie commerciale, il faut le faire. Mais bien sûr. Ouais, complètement. C'est Et OK, tu as le téléphone qui sonne, comment tu réponds? Oui, et pour les gérants du réseau, donc eux, ils ont un guide coach et ils ont aussi le guide commercial. Et donc, oui, pour... ils ont différents tests voilà, à choisir. Même il y a des trames de mise en situation qui sont proposées, donc n'hésitez pas à les utiliser. Enfin là, je parle aux gérants du réseau. Bon, on arrive presque au bout, Seb. Ouais. Du coup, quelle est la suite? Donc là, en fait, vous avez énormément d'informations. Et là, vous ne faites pas ce que faisait Fabien, c'est-à-dire d'aller à l'accueil et de dire « Ah, là, c'est bon, c'est le bon. » T'as vu sa gana? Il est bien. Ouais, t'as vu sa petite bouille? Celui-là. Là, c'est OK, j'ai beaucoup d'informations. C'est la famille. C'est la famille, celui-là. Non, là, on fait sauter toute l'intuition. C'est bon, ben voilà, merci, j'ai beaucoup d'informations. On a beaucoup d'informations. Merci de vous être prêté au jeu. Est-ce que tu veux faire des retours, etc. Bon, voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais réfléchir sur cet entretien. Je vais aussi me permettre d'aller appeler des anciennes personnes où tu as travaillé pour faire une prise de référence. Et donc là, j'ouvre sur la prochaine étape. Donc, petite bulle. Là, on explique au candidat qu'on va lui donner une réponse d'ici quelques jours, mais qu'en attendant, on va se permettre en effet d'appeler ses anciens employeurs pour avoir une prise de référence. Et là, je pense que c'est l'une des étapes en fait, qu'on n'ose pas par manque de temps ou aussi par gêne. Voilà. Mais pourtant, en fait, ça va être l'un des meilleurs moyens de sécuriser votre recrutement, d'aller faire cette prise de référence, d'aller appeler les personnes avec qui il a travaillé, son ancien chef d'entreprise, son ancien entraîneur de foot, son ancien maître de stage, si c'est un apprenti. Ils ont toujours eu une personne référente. Une expérience professionnelle. Vous l'avez sur le CV. Vous allez appeler ces personnes pour voir comment ça s'était passé et voir aussi si tout ce qu'elle vous a dit dans le CV concorde. Voilà. Aujourd'hui, on doit faire face aussi à des menteurs sur le CV. C'est aussi l'occasion d'aller voir si toutes les références sont vraies. Et surtout, voilà, c'est de prendre son téléphone et d'aller échanger avec ces personnes qui ont côtoyé le candidat. Moi, j'ai un retour terrain sur ça. J'appelle du coup un ancien employeur de la personne qu'on recrute là pour septembre. Et la personne me dit franchement, nous, si on avait pu, on l'aurait recruté de nouveau. Et elle a encore des liens, des relations avec ses anciens collègues. D'ailleurs, ils font encore des soirées de repas ici et ça. Enfin, quant à ce type de retour, c'est validé, quoi. Ouais, et je trouve que c'est hyper important parce que là, l'information vient d'une tierce personne avec qui elle a été énormément en relation. Donc, tout à fait. Et puis en plus, elle nous a donné quelques brides supplémentaires du style, en plus de ça, elle a des compétences commerciales, tu vois, alors qu'on n'en avait pas forcément parlé, puisqu'on était là pour autre chose initialement. Oui, c'était une coach que tu recrutais. Ouais, tout à fait. Ça, et toi, tu conseilles de faire jusqu'à 3 appels, c'est ça, de prise de référence sur ta fiche Nous, sur le guide, on a mis, moi j'ai mis 3, j'irai jusqu'à 2 minimum. Et toujours pareil, préparez votre trame d'appel avant. Il faut que les questions soient toujours les mêmes avec vos différents interlocuteurs, toujours pareil, pour pouvoir comparer. Ok, donc là, tu as 6 questions et donc on va poser directement à l'ancienne personne. Est-ce qu'on demande à la candidate ou au candidat d'avoir des numéros ou des noms d'entreprise à appeler? Alors on les a sur le CV, mais est-ce qu'on lui demande en plus? Si vous ne les avez pas, demandez si possible d'avoir le patron, le numéro du patron en direct, quoi. Ça vous fera gagner du temps de les récupérer. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire ces appels toujours pareil, de vous bloquer ça doit durer même pas 10 minutes ces appels. Vous bloquez un créneau d'1 heure, vous pouvez faire 6 prises de référence si vous avez fait 6 candidats. Franchement, je pense pas que... 30 minutes, c'est fait. Voilà. Donc, et vous allez voir, ça va être une délivrance pour vous. On se sent en sécurité en le faisant. Exactement. Et à la fin, c'est hyper clair ta méthode. Je l'explique parce que personne ne la voit là. On a les 3 appels à faire et à la fin, à chaque fois, c'est candidat validé ou candidat non validé. Donc en fait, tout est clair pour le gérant. Il sait exactement où il va. Et bien là, maintenant,
On arrive au bout. On arrive à la décision finale. Ok. Donc, vous avez toutes les informations sur les candidats. Vous avez eu... ils sont passés au travers des filtres quand vous avez cherché à obtenir les candidatures, donc les filtres de préqualification des candidatures sur Google, de préqualification d'appel des candidatures. Vous leur avez fait passer l'entretien avec la scorecard, la score comp. Vous leur avez fait faire des mises en situation. Vous avez fait les prises de référence. Là, franchement, vous faites ça, mais vous augmentez vos chances de ne plus vous tromper sur les candidatures, mais c'est exponentiel, en fait. Et l'argent qu'on perd en se trompant. Ouais. Et le temps qu'on perd en se trompant. Et c'est ça, en fait. C'est ça, et Fabien, il résume bien toutes ces étapes-là. Prenez le temps, ce temps-là. Comme ça semble lourd. Mais ça l'est pas, en vrai. Mais en vrai... il faut ça un peu, quand même. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je vais pas vous mentir en disant que... Tu as passé du temps, ça. Voilà, j'ai passé énormément de temps à construire ça. Mais bien entendu, si vous n'êtes pas membre du réseau, vous pouvez le faire, il faut le prendre ce temps, parce que l'investissement que vous allez faire pour trouver les candidats, l'impact que ça aura sur votre club, eh ben, cet investissement de temps, il est stratégique pour vous et vous devez le faire. Voilà. Et j'espère que aujourd'hui, à l'aide de ce podcast, eh ben, vous avez pu définir... il manque un truc. Vous avez pu avoir les différentes étapes pour... pour déjà avancer, voilà, simplement. C'était l'objectif du podcast. Ah oui, une mais sorte là, de guide étape par étape. Que tu es ou pas ça, tu peux déjà avancer voilà. avec tout ce qu'on a vu là. Et on peut le revoir en replay, le podcast. Juste, il y a un dernier point, parce que tu as vraiment été au bout du truc, Seb. Tu peux en parler ou pas? Ben si, la partie checklist des actions administratives. Ah, oui. Incroyable. Ouais. En gros, l'avant-dernière page, il y a candidat retenu ou candidat non retenu. Donc en bas, il y a petite chose à prévenir le candidat, félicitations, t'avoir retenu, etc. Donc tout est détaillé. Ou de notre côté, prévenir le candidat, désolé, nous avons fait le choix de ne pas, tatati, tatata. Et dernier point, c'est la checklist des actions administratives. C'est juste magnifique. Donc en gros, Seb, il a préparé une checklist à envoyer au nouvel employé, avec les informations générales, les documents administratifs et obligatoires, et ensuite toutes les choses qu'on a besoin pour établir le contrat de travail. Et il y a même une petite déclinaison pour les apprentis. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Dernier point. Bien entendu, ouais, dernier point. Allez, je te laisse dessus, parce que c'est toi qui... C'est une ouverture là qu'on a mis à la fin du guide. Recruter, c'est bien. Bien onboarder, c'est mieux. On parle souvent d'onboarding client. Il faut ouvrir les réflexions sur vos onboarding salariés. Et donc, du coup, il faut que quand le salarié rentre chez vous, il faut qu'il ait sa roadmap sur les 30 premiers jours. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Quel travail il va faire? Est-ce qu'il y a de la formation à faire? Est-ce qu'il faut qu'il s'imprègne des valeurs du club? Est-ce qu'il faut qu'il apprenne le processus de onboarding d'un client pour un coach? Etc., etc., etc. Et je dirais plutôt que recruter, c'est une bêtise. Recruter avec stratégie et méthode, c'est un levier de croissance. Et recruter avec stratégie et méthode et maîtriser un onboarding, motiver ses équipes, c'est une des clés de la réussite d'un club. Ouais, top. Tu l'as préparé cette phrase ou quoi? J'avoue. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Il y a une information qu'on avait oublié de vous dire. Là, j'y pense. C'est que on a parlé d'Éric Larchevêque en introduction sur le podcast. Sur le podcast. Sachez qu'on est heureux d'avoir Éric Larchevêque qui a accepté de venir faire une conférence durant nos prochains réseaux Fit Meet qui auront lieu les 9, 10 et 11 novembre prochains. Donc il y a 2 jours Paris. À Paris, oui. Donc il y aura 2 jours qui sera ouvert pour les gérants de clubs indépendants. On a ouvert une liste sur les réseaux sociaux pour les gérants non membres du réseau qui aimeraient venir et pouvoir profiter de cet événement à chaque fois qui grossit d'année en année. Cette année, on a Éric Larchevêque qui va faire une conférence, mais c'est pas que ça. Les réseaux Fit Meet, c'est des ateliers pratiques, c'est des partenaires, un salon partenaire de la sélection Réseau Fit, c'est des repas, c'est des soirées, et surtout, c'est un événement qui est offert pour les gérants de clubs. C'est-à-dire que nous, on veut vous donner la plus grosse valeur possible sur 2 jours et vous permettre d'avoir accès à un événement
que vous ne retrouverez pas ailleurs à moindre coût, parce que pour nous, c'est notre mission, c'est de faire en sorte que les gérants indépendants réussissent, et ces réseaux FitMeet sont là pour ça. Pourquoi on souhaite que les indépendants réussissent? Parce que pour nous, un indépendant qui réussit, c'est aussi un savoir-faire et une qualité de prestation qui préserve le fitness de qualité en France. Et donc, c'est au service des Français face à tous les low cost qui, pour nous, enfin, les low cost et ouais, tous ces concurrents qui, au final, ne font pas tout à fait le même métier que nous. Ouais, tu as raison. Et cette année, d'habitude, c'est sur 2 jours. Et là, cette année, on a ouvert une 3e journée. Donc, cette année, en effet, c'est 9-10 novembre. Et le 11 novembre, il y a une journée exceptionnelle. C'est une journée exceptionnelle pour 18 clubs, 18 gérants plus accompagnants, qui sera exceptionnel, puisqu'on est en train de construire un programme qui, je pense, va changer la vie des clubs sur 2026. Et en plus, on a Éric Larchevêque qui sera présent avec nous sur cette 3e journée. Donc, il ne fera pas qu'une conférence durant les 2 jours. Il sera là aussi sur la 3e journée. Donc, pour les gérants qui auront l'opportunité d'être là sur cette 3e journée, je pense que... on aura rempli notre mission. C'est une vie qui sera changée, mais complètement. Super. Merci beaucoup, Seb, pour ce podcast. On vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous suivre, à nous suivre sur les réseaux, à mettre un pouce en l'air, à partager vos réflexions. Ouais, si ça vous aide et si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, mettez un pouce parce que franchement, c'est cool. Et maintenant, avec Fabien, on va être de plus en plus présent aussi sur LinkedIn. On a décidé qu'il fallait qu'on partage également beaucoup plus de valeur sur LinkedIn. Donc là, on va s'y mettre. T'as fait ton premier post, toi, ou pas? Je sais pas. Oh là là, le premier post, il va être fulgurant. On m'a demandé de poster, donc moi, je vais me mettre à poster. Merci Fabien. Et bonne journée à tout le monde. Allez, à bientôt. Merci à tous.